donc poursuivre ce cycle de conférences dans un séminaire qui date quand même des années 90 et qui a été interrompu pour des raisons de financement. Plusieurs noms sont passés par ce séminaire, Régis Debray, Michel Maffezoli et beaucoup d'autres. La remise de ce séminaire vient de l'intérêt porté par ce séminaire à une question qui de plus en plus est devenue une question, je dirais, transsociale, qui traverse autant les médias, la vie quotidienne, les mentalités. On a l'impression actuellement de vivre dans un écran. Tout le monde marche les yeux rivés sur son écran. On attend le bus avec un petit écran. Les enfants sont de bons manipulateurs d'ordinateurs, de tablettes et de toutes ces petites machines qui enveloppent pratiquement notre comportement quotidien. Heureusement qu'on a le temps de dormir, de fermer les yeux, sinon même dans le rêve, on rêverait en écran. La question de l'écran est une question d'abord métaphysique, ensuite est devenue une question psychanalytique. L'écran n'est pas un miroir, l'écran, al-hijab, c'est ce qui sépare deux choses. C'est pour ça qu'on dit faire l'écran. Je crois qu'à ce niveau-là, l'écran réfléchit, et la question de la réflexivité est une question aussi métaphysique, philosophique. Je ne m'attendais pas, quand j'ai lancé ce séminaire dans les années 90, j'étais encore plus jeune que toi, on a le mot image, c'est comme les significations en arabe classique sont de la même, comment dire, envergure que le grec, non pas le latin. Il y a le mot logos où il y a 5 ou 6 significations. Le mot image en arabe a 12 significations, dont l'ombre, le visage, le corps et l'écriture, la trace, etc., etc. Et donc, en travaillant un peu sur cette destinée étymologique du mot sora, qui veut dire image, je me suis rendu compte que j'étais dans deux domaines que la mémoire de la langue arabe met en scène et en même temps réanime pour ma pensée et pour ma démarche. Pour ne pas faire une conférence à la place des conférenciers, je dirais que ce séminaire donc reprend depuis l'année dernière et que je serais heureux d'accueillir d'autres noms, dont notre amie commune Rachida, c'est grâce à Rachida Triki, qui est une philosophe esthéticienne tunisienne, qui est une grande amie à nous deux, moi de longue date, dont j'ai traduit le livre que tu avais publié dans ta collection. L'image qu'on entend de la voix, on l'aperçoit, je ne me rappelle plus exactement du titre, et qui va disciplinarité. C'est un domaine que le sciologue, le sociologue, le médecin, l'anthropologue, tout le monde peut aborder la question de l'image, et chacun à sa façon, et chacun selon son point de vue. Donc je suis heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous, et je le remercie beaucoup, je te remercie énormément parce que tu as accepté dans ce passage pour autre chose au Maroc, pour des conférences et des animations qui relèvent de tes compétences, je dirais pas pluridisciplinaires, mais plutôt pluri-interactives. Il s'agit d'un jeune philosophe de la nouvelle génération qui, tout en réfléchissant, tout en menant une réflexion sur les questions philosophiques que nous connaissons depuis Platon, sur les valeurs et sur aussi les comportements, actualise cette réflexion et la met, et lui confère plutôt, à mon sens, en ne connaissant pas beaucoup, mais en lisant, en ayant lu quelques-uns de ses écrits, en actualisant une réflexion philosophique intégrée.
je dirais, active et je dirais aussi qui interagit et qui appelle à une interaction entre la pensée, la vie, le quotidien, les sentiments, les peurs, etc. etc. Les questions qu'il aborde, comme vous allez pouvoir le constater en lisant ces livres, sont des questions que même les poètes abordent. La question de l'amour, la question de l'ambition, la question du rapport homme-femme, l'homme expliqué aux femmes, 2012, le bonheur. Ce sont des questions qui ont fondé l'axiologie depuis Platon et que nous, jeunes philosophes, étudiants en philosophie, bien sûr, nous rencontrions aussi dans les manuels de morale et de philosophie arabe. Il y a Kitab al-Akhlaq, Miskawi, ou qui aborde toutes ces questions-là, mais avec, bien sûr, dans une démarche entre deux civilisations, la civilisation grecque, parce que nous étions les Grecs purs après les Grecs, puisque nous avons, les Arabes ont transmis, qui ont traduit donc toute cette philosophie, sans faire parfois la différence entre Platon et le néoplatonisme, entre Aristote et d'autres. La question de l'ambition, je suis en train de lire ce livre qui, par son approche, et je dirais, t'apprend à te dire, c'est presque de la philosophie. Mais c'est au-delà de la philosophie, mais c'est de la philosophie. Et donc, tu es dans une pensée qui s'ouvre vers d'autres choses. C'est pour ça que je me dis qu'actuellement, la philosophie est définie essence sociale. Et qui met en œuvre tout pour réfléchir, repenser, réinventer la question même de la philosophie. Je suis donc très heureux, d'abord aussi parce qu'on est en train de faire quelque chose pour nous ici, pour la première fois, qui relève de ta démarche, professionnelle et bien sûr intellectuelle, mais pour nous c'est la première fois qu'on est en direct et je trouve que c'est une démarche de partage qui va petit à petit certainement redonner du sens aux paroles à tout vent des gens, aux paroles au lieu de dire ah je suis à l'aéroport de Rabat alors que tu es chez toi en train de ne rien faire ou de regarder la télé. Tu peux dire je suis à l'aéroport de Rabat sans y être, je suis au restaurant Intel pour faire l'intéressant, etc. Au lieu de faire ça, ben nous sommes en train de faire une conférence, bien sûr dans un lieu de réflexion. Il pleut dehors, il faisait beau pendant 15 jours. J'ai ramené la pluie. Voilà, fait le baraka, il a la baraka, il a ramené la pluie du nord vers le sud. Et ben on te remercie on te remercie pour avoir accepté notre invitation, pour avoir voulu partager avec nous ta réflexion sur l'image. Et on t'écoute. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Farid Zahi. Grand plaisir que cette invitation, moi-même, c'est un honneur d'être là et de participer comme ça à cette réflexion sur l'image. J'ai préparé quelque chose d'ambitieux, mais je pense que l'image mérite bien ça. J'ai voulu, c'est trop ambitieux d'ailleurs pour l'heure qui m'est donnée, donc ce sera sous forme d'esquisses. C'est des esquisses, des ébauches, une ébauche. L'idée, c'est deux choses. D'abord, que ça puisse vous faire réfléchir et peut-être vous emmener dans des directions un tout petit peu différentes ou autres, de vous donner une autre approche rationnelle de l'image, ce qui est très ambitieux, parce que vous avez lu beaucoup et vous connaissez beaucoup de choses, donc voilà, essayer de faire la nouveauté, c'est toujours un peu ambitieux. Et la deuxième chose, c'est pour moi-même d'essayer de faire la synthèse de pas mal d'éléments épars
dont j'ai pu parler, parce que tu l'as très bien dit, l'image est pluridisciplinaire par essence. Elle appelle, pour être comprise, toutes les disciplines. Et elle est un enjeu contemporain absolument fondamental. Il faut d'ailleurs qu'il y ait plus de fonds alloués à la réflexion sur l'image dans le monde entier, parce que on parle de culture d'image, on parle de monde de l'image, et on va le voir avec ce que je vais dire. L'image, une certaine forme d'image peut être très dangereuse, et si on n'a pas une compréhension fine des enjeux que porte un certain genre d'image, eh bien, l'aliénation, l'assujettissement, l'hypnose peut se répandre, et ça peut mener au pire. Donc il y a un enjeu, je dirais, presque géopolitique dans l'image, civilisationnel à coup sûr. Alors, voilà comment il y aura un parfum assez analytique, ce qui est très rare chez moi. Quand je fais des conférences, en général, je simplifie, je vulgarise. Là, j'ai voulu, au contraire, parce qu'on parle d'une chose très large, j'ai voulu mettre en case. Donc il y aura un côté un peu analytique, il ne faut pas que ça vous fasse peur, que ça va vous sembler rébarbatif. Derrière ça, il y a du vécu. Je vais essayer d'incarner ça, tout ce que je vais vous dire, avec notamment des œuvres très connues, dont je n'ai même pas besoin de les passer, puisque n'importe quelle recherche sur Internet vous permettra de les trouver. Des œuvres plutôt européennes, je n'ai pas une culture dans l'art arabe développée, donc, mais des œuvres vraiment connues. Alors, pour commencer, je vais vous citer, ça sera un peu ma phrase d'exergue, un poète et critique d'art espagnol que j'aime beaucoup, Ángel Crespo, qui a traversé le XXe siècle et qui nous fait part de sa peur. De l'avenir, je crains l'invasion. Il a peur de l'invasion de l'avenir, et non pas de l'invasion du passé. On a toujours peur. C'est un peu ce que disait Derrida. Il parlait d'une anthologie avec un H au début. Les fantômes qui viennent hanter le présent, les fantômes du passé qui viennent hanter le présent. Ben non, Ángel Crespo dit c'est plutôt l'avenir qui va venir nous hanter, ce qui est bizarre, mais voilà. De l'avenir, je crains l'invasion plus que les tempêtes du passé, car elles amènent pour image celles qui ne savent plus voguer. Les tempêtes du passé amènent pour image les images qui ne savent plus voguer. Je vais commencer par distinguer, et il y aura pas mal de distinctions dans ce que je vais faire. Je vais commencer par distinguer deux catégories d'images. C'est un peu la dialectique un peu socratique qui consiste à séparer un peu dans le sophiste. Quand on est en quête de l'être, on va diviser. Donc, je vais commencer par faire des catégories. Et donc, il va falloir suivre. Je vais utiliser le tableau abondamment parce qu'on va sous-catégoriser. Donc, au début, on commence simple, il y a deux catégories. Il y a, en fait, l'image dont on peut dire « ce n'est qu'une image ». Et cette image-là n'est pas une image. L'image, on le dit, ce n'est qu'une image, est une image neutralisée, est une image aplatie, est une image qui n'a plus d'efficacité en elle. Si ce n'est qu'une image, c'est pas grave. Si vous regardez un film d'horreur, mais que vous vous dites dans votre tête, parce que le sang, enfin, la couleur rouge, vous fait peur, vous me dites, mais non, ce n'est qu'un film, vous neutralisez la puissance justement d'hypnose du film, et du coup, ça me permet d'ailleurs d'avoir moins peur, c'est une astuce pour ne pas avoir peur dans les films d'horreur. Non, ce n'est qu'un film, la mère qui dit à son fils, non, c'est de la confiture rouge, t'inquiète pas, ce n'est pas... Donc, le ce n'est qu'une image, finalement, est très très séduisant, parce que l'image qui peut nous bouleverser, qui peut nous choquer, qui peut nous hypnotiser, qui peut nous manipuler, cette image, finalement, est coupée de son efficace. Elle devient une chose comme un objet. Ce n'est qu'une bouteille d'eau, ce n'est qu'une image. Et du coup, mes peurs cessent. Et donc, on a toujours une tendance, on est de plus en plus assailli par des images violentes, des images viscérales qui touchent les pulsions humaines. On est toujours assailli par ces images-là, et on a une grande tendance, pour faire baisser les peurs, à dire ce n'est qu'une image. Mais dire ce n'est qu'une image, c'est justement nier la qualité de l'image. Et il y a des images qui se portent elles-mêmes comme n'étant que des images, innocentes, tranquilles, s'intégrant parfaitement à notre univers. Et c'est de ces images-là dont il faut vraiment se méfier. Je vais essayer de le démontrer avec vous. Donc, ça c'est la première catégorie, des images neutres, neutralisées, des images qui ne sont plus avec du temps dedans. Elle n'évolue plus, elle ne se métamorphose plus. Ce n'est qu'une image, elle restera immobile. Dès qu'une image bouge, dès qu'une image évolue, ne serait-ce que dans un inconscient collectif ou dans une histoire, dès qu'une image est susceptible de plusieurs interprétations, ce n'est pas qu'une image, c'est plus qu'une image.
Donc le ce n'est qu'une image signifie aussi que c'est une image où le monde entier n'aura qu'une seule interprétation possible. L'image d'une pomme, et on sait bien que dans l'art on peut peindre des pommes, hein. L'image d'une pomme, mais alors ça serait une image qui devrait être non artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, une image non artistique? Parce qu'une pomme peinte par un peintre, ce n'est pas qu'une image, c'est beaucoup plus compliqué. Husserl, dans la phénoménologie, nous dit justement, on pourra peindre des pommes à l'infini parce que l'objet, on n'en fera jamais le tour, justement. Dans son apparaître, il est infini. Mais le ce n'est qu'une image est une contradiction même de l'apparition. C'est une négation de l'apparition. Alors, une image sans devenir, une image morte, et j'ai presque envie de dire, c'est pas une image quand ce n'est qu'une image, c'est un mensonge. C'est presque une catégorie du mensonge, pour moi. Parce qu'il n'y a plus de vie dedans. Et ça peut mimer la vie. Alors, toutes les images un peu kitsch qui nous représentent des couchers de soleil retravaillés sur Photoshop, où il n'y a aucune vibration de vie dedans, vous voyez, hein, il y en a beaucoup sur Facebook qui s'échangent comme ça, ce n'est qu'une image, des images mortes, et qui font plus rêver. Bien sûr, les couleurs orange, violacées, on dirait c'est rigolo, mais toutes les images clinquantes, tous les clichés, hein, ces images où on n'a même pas besoin d'interprétation parce qu'elles sont évidentes, justement, elles sont vidées de leur vie. Elles sont vidées de leur vie et elles s'imposent dans leur redondance particulière. Donc c'est des mensonges. Et j'ai l'impression que toutes les images connaissent un destin identique, après polyédrique, mais identique, c'est qu'elles sont des mensonges, c'est-à-dire des images sans vie, sans cette vie de l'image, qui attendent d'être vécues pour devenir un véritable reflet du monde. C'est un peu complexe, mais en fait tout va tourner autour de cette idée. Il y a des mensonges autour de nous, ce n'est qu'une image, qui sont en puissance, elles peuvent être vivantes, mais personne ne les fait vivre, personne ne les interprète, personne ne les rêve, personne ne s'en émeut et crée à partir d'elles. Personne ne les prolonge dans quelque chose de l'ordre d'une métamorphose de ces images-là. Et donc elles sont inertes, mensongères parce que ce n'est pas du réel, ce n'est qu'une image, donc ce n'est pas le réel, voilà pourquoi elles sont mensongères, mais elles n'ont pas de vie. Et elles attendent, comme ça, elles peuvent attendre très longtemps parfois, de traverser une humanité, un complexe sensoriel, émotionnel, et que quelqu'un s'émeuve de cette chose qui est inerte, pour tout d'un coup renaître à la vie et redevenir vivante. Donc les images entre guillemets, ne sont que des mensonges qui attendent d'être vécus, des mensonges en attente d'être vécus par une individualité, et du coup, quand une image inerte devient vécue, lorsqu'elle influence une personnalité, lorsqu'elle influence un artiste, lorsqu'elle projette quelqu'un dans un univers sensoriel, émotionnel, imaginaire, du coup, ça devient un reflet du monde. Et du coup, elles perdent leur caractère mensonger pour devenir un reflet du monde. Peut-être un mensonger, mais en tout cas quelque chose de dynamique, de dialectique. Les images sont comme des graines qui peuvent attendre 1000 ans avant d'être arrosées par l'imaginaire, par la psychologie de quelqu'un. Elles attendent, sinon. Alors donc, il y a une autre catégorie d'images. Ce n'est pas le « ce n'est qu'une image ». Ce sont les images vivantes. C'est tout sauf qu'une image. Ce ne sont tout sauf qu'une image. C'est une image en devenir. En devenir, alors il y a plein de devenirs, et on va essayer de les passer en revue. Il y a plein de devenirs possibles. Mais c'est des images qui du coup ont un destin. Elles sont destinées à devenir autres que ce qu'elles sont. Alors là-dedans, il y a deux catégories dans ces images vivantes. Il y a une catégorie qui est simplement un devenir en image, une image qui se transforme, une image qui évolue, une image qui a sa vie. Et puis il y a une catégorie d'images qui évoluent tellement. Il y a une catégorie d'images, oui, qui évoluent tellement que ça devient scandaleux. C'est-à-dire qu'elles évoluent au contraire. Elles étaient blanches, elles deviennent noires. Elles étaient horribles, elles deviennent fantastiques. Elles exprimaient l'abomination, elles deviennent le paradis. Elles exprimaient l'horreur, parce qu'elles étaient des images de propagande, par exemple, nazie. Elles exprimaient, je ne sais pas, elles exprimaient la beauté d'une époque, et puis aujourd'hui, on les voit, elles sont complètement surannées, complètement passées, elles ne sont plus à la mode. Donc les images évoluent. Et quand leur évolution tombe dans le contraire de ce qu'elles étaient,
Quand une image, par exemple, d'Hitler qui était vécue par les Allemands comme étant le Dieu sur Terre et qui aujourd'hui est le diable sur Terre, elle a évolué. Et cette image-là, du coup, devient scandaleuse dans la mesure où elle est à l'opposé de ce qu'elle était. Vous voyez, c'est une sorte de twist, hein, comme on dit, ça se twist, et c'est un twist qui est toujours scandaleux. Et je pense que l'art cherche cette catégorie d'images-là. Pas simplement les images vivantes, c'est le minimum syndical pour un artiste, c'est d'avoir des images douées de vie, et non pas des mensonges, mais des images qui vivent, qui évoluent, qui se transforment. Mais en plus, l'artiste, et peut-être qu'on pourrait voir les grands artistes par rapport à des artistes moyens, c'est scandaleux ce que je suis en train de faire, mais ça m'amuse. L'artiste, c'est celui qui non seulement cherche des images vivantes, mais des images qui évoluent à l'opposé de ce qu'elles étaient. Complètement à l'opposé, complètement contraire. Et dans une œuvre, essayer de représenter l'évolution, l'arc de l'évolution de cette image. Une image qui était le bonheur et qui devient le malheur. La même image, mais interprétée différemment, vue sous un autre jour. Donc on a... je vais mettre en tableau tout ça, pour que ça soit bien clair. On a très précisément... on va commencer très précisément avec ces 4 catégories d'images mortes. On revient à la première catégorie. Les images mensonges, les 4 mensonges. Alors, et c'est là où il y a mes 4 mots. Ça tombe bien, j'ai tout prévu. Le rêve, le livre. Alors, en fait, c'est l'image rêve, l'image livre. Hein, il ne s'agit pas d'un livre. Il s'agit d'une image qui se lit comme dans un livre. Hein, par exemple, une BD, c'est un livre, et c'est pourtant des images. La Dame à la licorne, vous connaissez cette tapisserie. Bien sûr, on peut regarder les images, mais après, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Les miniatures, exactement. Donc c'est ça ce que j'appelle le livre. C'est pas du tout un livre qui se lit, mais quoique c'est très connecté, c'est une image qui se lit. Lire une image. Le rêve est une image qui s'esquisse, qui s'incarne. Le style est une image qui se ressent. Le style est une image qui se ressent. Et le paysage est une image qui se contemple. Alors, comment comprendre ces 4 catégories? J'ai besoin d'un différentiel, et c'est justement le mot différence qui va nous aider. Le mot différence. Alors, je vais utiliser le mot différence en 2 acceptions. Vous me dites si vous êtes perdu. Donc, il y a la différence avec un petit E en français. Hein, je vous le note. Peut-être que je peux parler un peu fort. Alors, la différence avec un petit E, c'est une différence qui est spatiale. Je suis différent de toi. Je suis différent de toi, ça veut dire qu'on n'est pas au même espace. Parce que si on est exactement au même espace, on est la même personne. Ou alors, je suis dans un miroir. C'est ce que disait Cocteau des miroirs, il ferait bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Et les miroirs devraient réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Les écrans, on pourrait le faire avec les écrans. Donc, la différence est une différence spatiale et une différence ontologique qui concerne l'être. C'est-à-dire, ce n'est pas le même espace, donc la tasse n'est pas la bouteille. Il y a une différence avec un petit peu entre eux. Ils diffèrent l'un de l'autre. Ils diffèrent. Donc, l'autre différence que je vais utiliser est une différence temporelle. C'est Derrida qui nous a inventé ce mot, que je détourne à ma façon, mais qui est quand même une belle invention. Alors, différence petit a, c'est-à-dire, en français, on a le verbe différer. C'est-à-dire, j'ai rendez-vous, mais je vais le différer, je vais le mettre à plus tard. Ajourner, voilà, exactement. Et donc, il y a la différence qui se met dans un autre espace, on est différent, on n'est pas le même être, et il y a la différence qui se met dans un autre temps. Je diffère de moi dans un an. C'est toujours moi, c'est toujours l'être, mais ça ne sera plus moi le même dans un an. Donc, mettre à demain, mettre à plus tard, mettre dans un autre temps. Et ça, c'est la différence avec A, exactement. J'avais du mal à le traduire, j'avais traduit Derrida. Oui, c'est dur. J'avais traduit Derrida, et c'était... Ah, le A, non, intraduisible. Très dur. Mourayara. J'ai dit Mourayara, Khtilaf ou Mourayara. Parce qu'il y a le A. Oui, c'est dur, mais utilisons le français pour l'instant. Alors, regardez, je vais vous mettre les catégories. Alors, j'ai le rêve, j'ai l'image livre,
j'ai l'image style et j'ai l'image paysage. Alors, commençons par le paysage, c'est le plus facile pour appréhender ça. Dans le paysage, j'ai la double différence. Si je contemple un paysage, je ne suis pas dans le paysage. Je le contemple. Donc, je n'y suis pas. Alors, j'insiste là-dessus. Cette différence, là, c'est... je n'en suis pas. Puisque je diffère de la chose. Je n'en suis pas. Cette différence avec un A, c'est je n'y suis pas. Pas encore. Je vais peut-être y aller, hein, mais pas encore. Je n'y suis pas. Oui. Ça va? Vous comprenez? Ouais. Oui. Ok. Donc, dans le paysage, je n'y suis pas quelque part. Je ne suis pas dans le paysage. Je suis à l'extérieur pour le contempler. Je n'en suis pas non plus. Je n'en suis pas. Sinon, c'est autre chose. Je n'en suis pas et je n'y suis pas. Il y a une différence d'être, une différence spatiale entre moi et le paysage, qui me permet d'ailleurs de le contempler, et il y a une différence temporelle aussi. C'est-à-dire, si je veux être dans le paysage, il va falloir que je marche, et ça demandera du temps pour aller dans le paysage, dans la colline, dans la forêt, etc. Il va falloir... Donc il y a une double différence. Je ne suis pas dans le même temps et dans le même espace. Vous comprenez, hein? Contrairement à ce qu'on croit. On croit qu'on est absorbé dans le paysage, mais le paysage n'existe que justement quand il y a une mise à distance, une mise à différence double. Quand on avance, c'est un autre paysage. Voilà, exactement. Exactement. Donc on peut cocher là et on peut cocher là. Bien. Alors, maintenant, allons dans le rêve. Oui, il y a une question? Non. Allons dans le rêve. Le rêve, c'est exactement l'opposé. Le paysage est un anti-rêve et le rêve est un anti-paysage. Dans le rêve, j'y suis toujours. Je suis toujours. Et même si je vois des choses, je suis dans le rêve et donc, du coup, j'y suis. Et l'image rêve a cette immense force, c'est que je suis dedans. Quand vous regardez un film, vous êtes dans le film. C'est plus du tout une contemplation. Vous y êtes et la caméra vous aide et vous avez envie de tourner la tête et la caméra va tourner la tête. C'est pas vous, mais en tout cas, il y a des phénomènes d'immersion extrêmement fortes. Et le jeu vidéo, n'en parlons pas. Le jeu vidéo en immersion à la première personne, vous bougez votre manette et vous avez tout le décor qui bouge avec comme si vous bougiez la tête. Ça aussi, c'est l'image aussi, le jeu vidéo. La caméra subjective aussi. Exactement. Voilà. Quand tu utilises le regard de celui avec lequel tu suis le film. Exactement. Donc tu suis avec ses yeux. Exactement. Donc le rêve, on y est, et en plus on en est. C'est-à-dire que le rêve vient de nous. Le rêve, on participe du rêve. Alors que le paysage, je ne participe pas. D'ailleurs, je suis ébloui ou enchanté par un paysage parce que c'est pas moi. Oh, l'oiseau. J'avais pas prévu qu'il y avait un oiseau. Oh, et je découvre les choses qui sont extérieures à moi. Mais dans le rêve, tout est intérieur à moi. Et donc, même si je suis surpris par le rêve, parce que c'est bizarre, c'est quand même moi qui l'engendre. Oui, vas-y. Pourquoi le rêve est déçu, lui? Oui, et c'est ça qui est beau. Mais là, on parle de l'image rêve. Hein. L'image rêve, c'est celle qui va m'absorber. Et il n'y aura plus de différence. C'est pas comme le paysage. Le paysage me rejette presque. Le rêve m'absorbe. Donc dans le rêve, j'en suis. Dans le rêve, j'en suis et j'y suis. Et j'y suis. Voilà. Donc là, je coche rien. Je mets un point. Voilà. Là, où je mets ensemble vide. Ou je mets pas égal, comme vous voulez. Allez, ensemble vide. Ok? Donc il y a absolument j'en suis et j'y suis. Et alors, ça, c'est des catégories intéressantes qu'on retrouve, que tout le monde connaît. Là où on va entrer dans des catégories propres à l'art, c'est que là, va mélanger le rêve et le paysage, justement. Il va mélanger, alors il y a deux mélanges possibles. Il y a le j'en suis, mais je n'y suis pas, et le j'y suis, mais je n'en suis pas. C'est là que ça devient complexe. Alors, on va parler du style. J'en suis. Dans le style, j'en suis. Si je reconnais du style de Mozart, c'est que je projette Mozart, que je connais Mozart. Quelqu'un qui ne connaît pas Mozart ne peut pas dire, tiens, ça ressemble à du Mozart. Il a pas... donc il y a une projection qui se fait. Donc j'en suis. Dans l'image style, je reconnais un style néocolonial, parce que je sais ce que ça veut dire, un style néocolonial. Mais un Japonais qui débarquerait sans culture à Rabat ne pourrait pas du tout dire, tiens, ça c'est une maison néocoloniale. Il faudrait qu'il apprenne. Donc quand je reconnais du style, quand je crée du style, je suis vraiment dans une différence, où je participe réellement
à la chose, mais dans le style, je n'y suis pas. Ça reste du Mozart, c'est pas moi. Il y a une différenciation qui s'opère, une différenciation temporelle. Donc, si je fais le style, on a j'en suis, et non pas je n'en suis pas, mais je n'y suis pas. Et évidemment, vous allez voir... Ah non, excusez-moi, le style. Je me trompe de colonne. Le style. Et pour le livre, c'est l'inverse. Pour le livre, je n'en suis pas. Il y a bien une différence avec un E dans l'image livre. Ah oui, là, ça va être complexe. Bonjour, mais vous allez suivre. Il y a une différence dans le livre. Oui. Je n'en suis pas. C'est pas moi qui secrète le livre. Alors que le style, c'est moi qui projette et qui dit tiens, c'est un style comme ça. Mais dans un livre, je prends le livre, je le lis. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans et je vais recevoir le livre. Et pourtant, j'y suis. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace-temps du livre, que ce soit une image livre ou un livre, vous êtes complètement là où on vous dit d'être. Vous êtes complètement, par la puissance de l'imaginaire, absorbé, on dit dans le livre, absorbé et présent dans le livre. Alors, ça va, c'est clair Bon, on va avancer. Alors, je vous ai parlé des 4 images qui n'étaient que des images et donc qui n'étaient pas des images. Hein. Ces images mortes, ces images sans devenir, sans vie, qui attendent d'être vécues pour devenir un véritable reflet du monde. Mais en attendant, elles se répètent elles-mêmes. Et c'est des images dangereuses. C'est des images qui peuvent nous piéger. Parce qu'il n'y a aucun devenir possible. Alors, les 4, je vais vous les dessiner. On a d'abord le paysage qui reste totalement paysage tout le temps. On a le livre qui reste toujours livre, l'image livre qui reste toujours image livre. On a le style qui reste toujours style. Et on a le rêve qui reste toujours un rêve éternel, un livre éternel, un paysage éternel. C'est impossible. Normalement, si c'est vivant, si c'est traversé par quelqu'un, le livre devient le style devient le paysage, ça circule d'un à l'autre. Et c'est ça la puissance d'une image. Mais il y a des images qui sont bouclées sur elles-mêmes et qui sont totalement inaccessibles et à la fois bloquent toute possibilité de devenir. Prenons le cas du paysage. Dans le paysage, c'est-à-dire je n'en suis pas et je n'y suis pas, je ne fais pas partie du paysage, je n'en suis pas, et je n'y suis pas, c'est-à-dire que je suis en retrait du paysage pour le contempler. Si le paysage devient éternel, si le paysage appelle une seule chose que le paysage, si dans cette image de paysage, il n'y a pas un désir de devenir autre chose qu'un paysage. Quand vous regardez un paysage, si vous êtes un artiste, vous avez envie de le transformer, vous avez envie de le peindre, c'est plus du tout le même. D'en faire un style, d'en faire un livre, vous avez envie de faire un poème, vous avez envie de rêver à votre vie. Mais si vous êtes dans un paysage et que le but c'est de rester devant le paysage, ça peut être arrivé au bord de la mer, où vous regardez la mer et vous vous perdez dans un truc où tout d'un coup, plus rien n'existe et ça reste paysage. Les cartes postales, les clichés, tout ça, c'est des paysages qui se vendent comme paysages. C'est presque vulgaire parfois. Le folklore, quand vous arrivez et qu'on vous présente une image du Maroc, mais complètement folklorique, c'est un paysage qui vise à rester paysage. Et vous êtes toujours dans l'exotisme. À un moment, moi par exemple, là je vis à la Médina, à un moment je deviens un peu marocain, enfin un tout petit peu. Les mecs me connaissent, je dis bonjour, j'achète mon petit sandwich. On devient normalement le paysage. Le paysage, il reste jamais à l'extérieur. Vivre, c'est justement transformer un paysage en autre chose qu'un pur paysage. Mais si je suis à Disneyland, je suis toujours extérieur à Disneyland. Je ne vais pas devenir le familier du château de la Belle au Bois dormant. Parce que c'est fake, c'est un décor. Hein. Donc, si je suis dans un décor de cinéma, c'est pareil, c'est un décor de cinéma. C'est un paysage qui va toujours rester paysage. Et si je suis dans une tournée touristique hyper bien organisée qui me montre que le côté folklorique du Maroc, et je ne rencontre aucun Marocain, et je sors de là, j'aurai l'œil rivé sur mon appareil photo, mais je n'aurais pas rencontré le Maroc véritablement, je n'aurais pas rencontré les Marocains, c'est un paysage qui reste paysage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'une image morte, ce n'est qu'une image pour le coup. Tu n'as vécu du Maroc qu'une image, alors que tu aurais pu rencontrer, vibrer, aimer,
danser, rire. Enfin, il y avait toute une palette humaine possible, et toi, tu n'as fait que enregistrer. D'ailleurs, on parlait de certains touristes japonais qui n'ont même pas le temps de consommer leur propre image. Ils font des images et ils ne sont pas là. Hein. Alors j'en ai vu au Palais Zoudaya, c'était spectaculaire, je les ai pris en photo tellement c'était que ils n'avaient que le folklore et que l'image, aucune possibilité de transformer. Et du coup c'est quoi? Alors le paysage qui n'a que vocation de rester paysage, c'est ce que j'appelle le virtuel. Le virtuel. Je vous le dessine là. Alors je prends les lettres, hein. Paysage dont le seul désir, la seule vocation c'est de rester paysage. J'appelle ça, c'est le domaine du virtuel. Alors, Deleuze dit très bien, hein, dans Différence et répétition, un livre de 1968, Deleuze montre bien que l'opposé du virtuel n'est pas le réel, mais l'actuel. Hein. C'est la chose en acte. Le virtuel est en puissance et l'actuel est en acte. Il se réalise. Hein. Parce que le virtuel est réel. Ce n'est pas l'opposé du réel, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Il est réel en tant que virtuel. Un paysage, il est réel. C'est vraiment un paysage. Mais il est toujours en attente d'une réalisation. Sinon c'est le virtuel, pur. Là, j'appelle ça le pur virtuel, hein, vraiment. Le pur, oui. Le P mais la P, c'est pas simplement du virtuel, c'est du pur virtuel, excusez-moi. Du virtuel qui restera virtuel. Ça doit vous parler aujourd'hui quand on parle du monde virtuel. Il y a des mondes qui ont été créés sur Internet où vous êtes dans le virtuel et ça reste virtuel, mais c'est très rare. Même Second Life et d'autres tentatives comme ça, en général, il y a des marques qui viennent, ils font du business, il y a des artistes qui viennent, ils font de l'art avec... Donc c'est très dur d'avoir un paysage dont le but n'est pas du tout de se transformer en livre, en style, en autre chose, mais de rester un paysage éternel. Hein, comme certaines fictions de science-fiction, justement, nous montrent un homme enfermé à Matrix. Matrix, ils sont tous, les êtres humains, dans les cocons électriques, avec une fausse vie, un faux paysage qu'on leur montre, parce que sinon ils s'ennuieraient et ils dépériraient. Donc ils sont dans un pur paysage, un pur virtuel. Matrix, avant d'être délivré, vous connaissez le film? Oui. Avant d'être délivré par les résistants de l'époque, les êtres humains qui servent de pile électrique aux ordinateurs et qui ont juste le monde de 1999 qui tourne en boucle dans leur tête, on est exactement dans ce que j'appelle le pur virtuel, un paysage qui ne reste que paysage. Ils ont l'impression de vivre plein de choses, en fait ça reste pur un paysage, ils sont juste réellement, ils sont dans des cocons à servir d'énergie pour des... voilà. Mais les fictions comme Berkeley ou le mythe de la caverne nous montrent ça. Alors, évidemment, là, gros piège, hein. Je n'y serai jamais et je n'en serai jamais. Maintenant, voyons voir l'opposé. Un rêve qui n'appelle rien d'autre qu'un rêve. On est toujours dans nos 4 mensonges, hein, des mensonges redondants. Si le rêve appelle le livre, on est dans la vie et dans l'art. Il appelle le style, mais un rêve qui n'appelle que le rêve. Là, c'est l'opposé. Hein. Le rêve est un anti-paysage. Donc, j'en suis et j'y suis. Donc, tout est actualisé dans le rêve, qui est en fait l'autre monde de la réalité, presque. Hein. C'est tout le temps actuel. Dans un rêve, il n'y a pas de potentiel à réaliser. Vous réalisez tout ce qu'il y a à réaliser. Quand vous êtes dans le rêve, tout est là et vous êtes totalement absorbé dans le rêve. Alors que dans le paysage, vous êtes tout le temps avec un paysage extérieur. Donc j'appelle ça le pur actuel. Le rêve qui n'appelle que le rêve. Voilà le deuxième mensonge possible. J'en suis et j'y suis constamment, tout le temps. Tout est réalisé, une sorte de délire de consommateur qui aurait tout là, tout le temps, pas de manque, voilà, tout est en positif, tout est en plein, fonctionne pas. Le livre, je n'en suis pas mais j'y suis. Je n'en suis pas dans le livre. Je le prends, c'est un autre écrivain que moi. Alors quand c'est moi qui lis mon propre livre, c'est plus rigolo. Parce que quelque part j'en suis, surtout si c'est une autobiographie, on ne peut pas dire que dans le livre je n'en suis pas. Mais du coup le livre devient du style, ou même du rêve. Quand vous êtes un écrivain, que vous avez fait une biographie, que vous lisez votre propre livre, vous y êtes. Et vous en êtes. Donc c'est du rêve, ça se transforme. Je me transforme en métaphore, c'est-à-dire exactement. On a un lecteur potentiel. Exactement. De moi-même.
Exactement. Mais gardons le livre où je n'en suis pas, je prends le livre comme quelque chose d'extérieur, et pourtant j'y suis, parce que quand je suis dans le livre ou dans l'image livre, je suis présent au livre, je suis dans le livre. Hein. Donc ce livre qui n'appellerait qu'un livre, c'est terrible pour un livre, pour une image livre. Une image livre qui n'appellerait que l'image livre, et non pas autre chose, qui n'évoluerait pas, un mensonge. Et ça, j'appelle ça la pure transcendance. La chose qui sera toujours extérieure. Je n'en suis pas, mais j'y suis. J'y suis, et pourtant, je n'arrive pas à en être de cette tasse. Elle est transcendante par rapport à moi. J'arrive pas à rentrer dedans. Je suis dedans, j'y suis dans la présence, mais il y a toujours une différence avec un petit E qui est maintenu. Je ne suis pas le matériau, je ne suis pas la chose. Les bons livres sont des livres qui se transforment, et qui deviennent des paysages, qui deviennent des styles, et qui, justement, j'arrive à en être, ou des rêves, la plupart du temps, les bons livres deviennent des rêves, j'en suis. Mais dans le livre, je n'en suis pas, toujours je n'en suis pas. Pure transcendance. Pure extériorité. En fait, ce que j'appelle transcendance, c'est pas l'au-delà, c'est l'extériorisation. Je suis toujours à l'extérieur du livre. Ce qui est évidemment compliqué. Et enfin, la pure immanence, c'est le style. Le style, j'en suis, je reconnais le style de quelqu'un, je vois le style de quelqu'un. Donc c'est moi et ma connaissance qui projette en disant, tiens, ça ressemble à un style néo-mauresque, par exemple. Ben, il faut bien que je le connaisse, donc j'en suis. Je participe à l'interprétation de dire c'est du style néo-mauresque, contrairement au livre que je reçois. Mais je n'y suis pas. Dans le style, je ne peux pas y être réellement, c'est toujours quelque chose qui est extérieur. C'est de la pure immanence, un style qui n'appellerait que du style. On serait dans... J'en suis tout le temps, je suis tout le temps, mais je n'arrive pas à y être, à me séparer, je n'arrive pas à rompre la différence temporelle qu'il y a entre moi et un style. C'est quoi un style? Qu'est-ce que vous entendez par style? Le style, c'est l'image style, hein, encore une fois, c'est l'image à chaque fois. L'image style, c'est quand je perçois des choses que je peux reconnaître et auxquelles je participe en projetant ma connaissance, où je peux reconnaître par exemple une musique, je me dis tiens, ça ressemble à de la musique espagnole, à du Manuel de Falla. Hein. Donc j'ai ma connaissance et je plaque cette connaissance, plein de connaissances, tout ce que j'ai sur la chose pour l'interpréter. Mais le style, je n'y suis pas. C'est toujours quelque chose qui reste différé, extérieur. Je ne deviens pas la musique d'Emmanuel de Falla. Ça reste extérieur pour que je puisse d'ailleurs la juger. Parce que si jamais ça me déborde et je suis emporté par la musique d'Emmanuel de Falla, on est dans le rêve. C'est-à-dire j'y suis et j'en suis. Le style, et quand je suis dans le rêve, je ne regarde plus le style. Quand vous êtes... Je parle de la musique, je suis compositeur, mais pour l'image, je crois qu'on peut trouver aussi des exemples. Quand vous êtes absorbé par un tableau, vous êtes dans le rêve. C'est pas dans le style. D'ailleurs, vous ne voyez plus les styles. Vous êtes complètement transporté, vous y êtes et vous en êtes. C'est du rêve. Mais à partir du moment où vous y êtes, où vous en êtes, vous participez en disant... Mais vous gardez votre différence avec petit a. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le même espace. Il y a le tableau et il y a vous. Il y a des tableaux, oui, qui vous poussent, justement, qui vous donnent cette distance. Guernica, par exemple, puisque c'est pas réaliste, c'est pas, ouais, c'est pas romantique, les courbes ne sont pas les mêmes, etc. Tu perçois tu perçois la douleur de la guerre, mais tu n'es pas dedans. Et c'est ça. Voilà, il y a des tableaux donc, qui émettent cette distance. Attends, c'est des tableaux ou des individus? Oui. Parce que quelqu'un qui aurait vécu Guernica ou les Syriens qui se font bombarder et qui voient ça, peut-être, tu vois, ils vont peut-être dire c'est du rêve en fait, c'est j'en suis et j'y suis. Donc tout dépend. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que il ne faut pas analyser le style en tant que style, le rêve en tant que rêve, mais la translation du style au rêve, du rêve. C'est ce qui m'intéresse là, c'est les c'est relatif. C'est le relationnel qui m'intéresse. Là, je montre des choses d'ailleurs redondantes, mais après, on va dépasser ça et on va voir les autres catégories. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le P qui va au R, le R qui va au L. Et là, c'est vivant. Là, on fait les images mortes. Hein. Donc, la pure, le style qui n'appelle que du style, c'est de la pure immanence. On y est, mais on n'y est pas. On en est, mais on n'y est pas. C'est tellement moi que j'arrive même plus à savoir où c'est.
Hein. Pure immanence, pure intériorité. Si vous préférez le mot intériorité, vous pouvez le mettre. Donc, c'est du style qui n'appelle que le style. Pure immanence. Voilà nos 4 images qui ne sont que des images, c'est-à-dire non pas le paysage, mais un paysage qui n'appellerait que dont le désir, on parlait du désir, un paysage dont, face à lui, le seul désir, c'est de continuer le paysage. Il n'appelle aucune transformation, il n'appelle un rêve qui n'appellerait que du rêve, un livre qui n'appellerait que du livre, et un style qui n'appellerait que du style. Maintenant, et c'est là où, à mon avis, ça va être complexe et, j'espère, intéressant, c'est qu'on va voir maintenant les images vivantes. Et je pense que l'art, une des définitions possibles, nouvelles de l'art avec ça, c'est que l'art, c'est justement l'art d'éviter ces redondances qui neutralisent l'image, mais de redonner vie à l'image, c'est-à-dire de travailler les translations entre le rêve, le paysage, le style, le livre, et de jouer avec ça. Et quand les translations sont à l'opposé, projettent l'objet à l'opposé de ce qu'il était blanc, il devient noir, ça devient du scandale. C'est une translation qui est à l'opposé. L'homme qui devient femme, le paradis qui devient enfer. Et c'est scandaleux. C'est de la perversion. C'est de la perversion, on pourrait dire. Voilà. Nous, on adore ça parce que dans l'art, les artistes recherchent, j'appelle ça les twists scandaleux. C'est twist parce que ça twist, le blanc devient noir, ça twist, ça se transforme. Et c'est scandaleux parce que ça nous choque. Une chose qui était A va devenir non-A. Hein, c'est quand même magique. Et là, on a affaire à du grand art, à mon avis. C'est pour ça qu'inconsciemment, les artistes recherchent le scandale. On croit que c'est juste pour énerver le bourgeois en disant « Ah, j'ai... » Non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils cherchent justement les twists scandaleux. Il y en a 4, vous verrez, il y a 4 twists scandaleux. Et ils cherchent inconsciemment, ils savent bien que ça suffit pas de faire une image vivante. Beaucoup de gens peuvent le faire. C'est déjà bien, une image vivante. Mais il faut rendre une image tellement vivante qu'elle va prendre un objet et le projeter à l'opposé de ce qu'il était. Là, c'est une expérience artistique maximale. Alors, commençons par le paysage. Alors, c'est très simple. Vous avez vu que le paysage, donc pur virtuel, j'aurais besoin de 40 tableaux, je vais effacer le haut, mais il existe aussi des paysages qui sont vivants. Le paysage mort, c'est un paysage qui n'appelle que le paysage, qui n'a que le désir de se maintenir en tant que paysage. Mais il y a un paysage, par exemple, qui va devenir du style. Si je vous le traduis en catégorie, on a un paysage, je n'en suis pas et je n'y suis pas, qui va devenir du style. J'en suis et je n'y suis pas. De tout d'un coup, moi qui n'en étais pas, j'en deviens, mais je reste à ne pas y être. C'est très complexe. Je vous donne juste le truc, mais après il faudra méditer tranquillement. Je pense par exemple aux paintings de Pollock. Vous savez, ces toiles où il a jeté jeté, on ne sait pas, parce que lui il dit qu'il a contrôlé chaque goutte d'encre de peinture. Mais dans le painting de Pollock, on a vraiment affaire à cette idée, le dripping, c'est la technique qu'il utilise. Il jette de la peinture, il y a des jets colorés, ça coule, il cloue sa toile au sol et il jette ces couleurs-là. Hasard, volonté, on n'arrive pas à trancher, toile de 1948. Bon, je suis obligé d'effacer. Oui. Là. Ah, ça va être dur. Ah oui, un peu d'eau. Là, c'est une image vivante, ça se transforme. Parfait. Regardez là, juste. Ouais, je sèche un peu. Alors, donc, les trois, donc avec un paysage qui se transforme, avec nos catégories, on a 3 possibilités de transformation. La 4e possibilité, c'est le paysage qui reste paysage, c'est-à-dire une non-transformation. P vers S, P vers L et P vers R. On va les faire. Alors, voilà, oui, t'as raison. T'as pas un mouchoir? Ah, c'est l'autre, non, excuse-moi, c'est... Tu vas venir
manuel. Tu aurais dû travailler sur cantine. C'est vrai. Merci. Parfait. Alors, le P vers le S. Alors, qu'est-ce que c'est le P vers le S? On va parler comme ça maintenant, accrochez-vous. Hein. Sans notes, ça va être dur, mais vous avez encore les catégories là. Alors, le paysage qui devient du style, c'est-à-dire, je vous ai dit, hein, le style, c'est la pure immanence, la pure intériorité. Et le paysage, c'est la pure virtualité. Donc, on a affaire à une intériorisation du virtuel. C'est-à-dire, S, c'est-à-dire pure intériorité. Donc, on intériorise ce qui était pur virtuel, le paysage. Ah, c'est clair? On intériorise le virtuel. Et c'est exactement ce que fait Pollock, justement, avec cette toile. Le virtuel est en puissance, et quelque part, il ne nous fait pas passer à l'acte. On a toujours cette composition qui est faite. Au début, on est complètement extérieur, paysage, j'y suis pas, j'en suis pas. Et puis peu à peu, au fur et à mesure, la chose entre en moi, et je finis par en être. Je n'y suis toujours pas, ça, parce qu'on ne peut pas entrer dans une toile de Pollock, mais je commence à projeter mon monde intérieur, à voir certaines formes, à voir certains souvenirs. C'est moi qui projette, c'est pas l'œuvre. Chacun va projeter d'ailleurs très différemment. Et ça, c'est le style. Quand je commence à projeter des choses, mais que je reste à l'extérieur de la chose, ça reste du style. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que dans Pollock, c'est pas du tout qu'une image. C'est une image qui était d'abord paysage, un truc extérieur que je contemple, et qui peu à peu va m'absorber. La différence avec un petit E va être complètement plutôt présente. J'en suis. Oui, anéanti, excuse-moi, oui, tu as raison, anéanti. Et la différence avec un petit A, elle reste toujours identique. Ça va, c'est clair? Donc, intériorisation du virtuel. Donc, on passe de l'espace au temps. Non. On passe de l'espace au temps et du temps à l'espace. Non, ça serait un twist scandaleux. Il y en a ça. Non, c'est pas comme ça. J'avais deux différences E et A, c'est le paysage. Et il y a une différence qui se lève, qui n'existe plus, c'est la différence avec le E. C'est-à-dire, je deviens cette matérialité-là, en projetant les choses. Mais par contre, je reste différent. Je reste différent de la toile. Je ne peux pas entrer dedans. À méditer, hein, je vous donne, c'est une esquisse, il faudra le méditer, etc. Alors, maintenant, allons voir une autre translation d'image, une autre image vivante qui commence par le paysage, extériorité, j'en suis pas, j'y suis pas, et qui devient le livre, l'image livre. Alors là aussi, les artistes aiment beaucoup jouer avec ça. C'est-à-dire, le livre, on a dit que c'était la pure transcendance, la pure extériorité. Hein? Et donc, le virtuel, c'est le paysage. Donc, on a affaire à une extériorisation du virtuel. Le premier, c'est une intériorisation du virtuel. Le deuxième, c'est une extériorisation du virtuel. Ça va? Donc, qu'est-ce que c'est extérioriser le virtuel? C'est virtuel. J'attends une manifestation et je montre le virtuel. Je ne le réalise pas, je ne l'actualise pas. Simplement, il est montré, alors que dans l'intériorisation, il devient caché. Donc, je pensais à La liberté guidant le peuple de Delacroix, pour un détail. Hein. Vous connaissez ce fameux tableau, on voit la liberté, le sein découvert, d'ailleurs, ça scandalise les Américains aujourd'hui encore, alors qu'à l'époque, ça renvoyait au statut grec. Enfin, et donc, avec un drapeau pendant l'insurrection, pendant une révolte, la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et ce qui a choqué à l'époque, vous saviez, c'est qu'elle avait du poil sous les bras. Et ça, c'était scandaleux à l'époque. Tout d'un coup, ça devenait matériel, tangible. On n'était plus dans la métaphore, dans l'allégorie. Elle avait du poil sous les bras. Et je trouve ça assez amusant, c'est que justement, tout d'un coup, le virtuel, si je regarde ce détail et que je suis à l'époque, aujourd'hui on s'en fiche, tout d'un coup, le virtuel, au lieu de s'accomplir, s'actualiser, il reste virtuel et j'en sors véritablement. Je n'en suis plus. Excusez-moi, le livre, je me retrouve dans mes catégories. Voilà, je n'en suis plus, j'y suis et je n'en suis plus. Je n'en suis pas. Dans le paysage, je n'en suis pas et je n'y suis pas. Dans le livre, je n'en suis pas
mais j'y suis. Tout d'un coup, je vois les poils, et tout d'un coup, je juge, et je peux directement intervenir. C'est le propre du livre, c'est que j'y suis justement, je m'implique, quoi, et je suis scandalisé, je dis c'est pas possible, elle ne peut pas avoir des poils, etc. Un autre exemple, peut-être, c'est dans du Douanier Rousseau, La charmeuse de serpent. On a affaire à un paysage, et dans ce paysage, tout d'un coup, au fur et à mesure, je commence à y être. On a l'impression, quand on contemple cette toile mystérieuse, il disait qu'il avait peint parce qu'il s'était inspiré du Mexique, dans un voyage au Mexique, le Douanier Rousseau, mais en fait, il n'a jamais été au Mexique, il s'est juste inspiré d'expositions universelles ou de livres, et donc il voulait se rendre mystérieux parce qu'il peint un fauve, un flamant rose, une végétation, il dit oui, c'est quand j'étais au Brésil ou au Mexique. Et en fait, non. Donc c'est assez amusant. Et évidemment, on a affaire à, tout d'un coup, ce paysage où je suis extérieur et que je contemple, tout d'un coup, je commence à le lire comme dans un livre, je commence à y être comme dans un livre. Extériorisation du virtuel. Je vais accélérer. Alors, maintenant, allons trouver notre scandale, parce que là, c'est encore gentil. Mais il y a quelque chose qui est très scandaleux, c'est quand le paysage, j'en suis pas, j'y suis pas, devient le rêve. J'en suis et j'y suis. C'est-à-dire que là, vraiment, on a tous les termes qui sont opposés. C'est plus un terme qui change, c'est tous les termes. Donc là, c'est du paysage au rêve. Et là, on a notre twist scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier scandale, et un scandale du paysage. Il y a des scandales pour chaque terme. Alors là, tout d'un coup, on a dit que le rêve, c'était l'actuel. C'est l'actualisation, tout est là. Et le paysage, c'est le virtuel. Donc on a affaire à une actualisation du virtuel. Tout d'un coup, ça se réalise. Alors que c'était extérieur, et que j'étais extérieur à contempler, tout d'un coup, j'en suis et j'y suis. Alors, et ben ça c'est pas mal de choses. Je pensais par exemple au déjeuner sur l'herbe de Monet, avec cette femme nue, vous connaissez ce pique-nique sur l'herbe, il y a une femme nue avec des gentlemen habillés. Ce qui était vraiment scandaleux, c'était encore une fois le réalisme. Et qu'est-ce qu'elle fait nue au milieu de garçons habillés gentlemen. Mais ce qui est fort dans ce déjeuner sur l'herbe de Monet, ce qui est fort, c'est son regard à cette jeune femme. Elle nous regarde et elle sait qu'elle est nue. Alors que des nues, on en a eu plein dans l'Antiquité, il y a eu plein de toiles, mais c'était des femmes qui étaient éthérées, elles n'avaient pas conscience d'être nues. Elles étaient nues, mais c'était des anges. Là, tout d'un coup, elle nous regarde, c'est la seule qui nous regarde, elle est nue, alors tout le monde est habillé, et elle nous regarde genre, ouais, je sais que je suis nue. Et tout d'un coup, c'est presque, on est là il y a quelque chose de pornographique un peu là-dedans. Il y a quelque chose où tout d'un coup, elle sort de la toile en disant, toi, spectateur, je sais que tu es en train de me mater. Vous voyez, donc du paysage où j'étais complètement extérieur, je deviens complètement dedans. Elle me regarde, et elle me regarde en disant, je sais que je suis nu, et je sais que tu es en train de me regarder. Vous voyez le système? Et là, on a affaire à un twist scandaleux. D'ailleurs, ça a fait scandale. Et évidemment, je pense aussi à l'origine du monde de Courbet. Vous voyez un peu ce que c'est, l'origine du monde? Vous regarderez sur Internet. Bon, c'est le sexe d'une femme peint. Ça a été un tableau qui a été caché pendant des années par les barons. Je crois que Jacques Lacan l'avait à un moment dans son cabinet. Mais sa femme, soi-disant pour protéger sa femme de ménage de sa sensibilité, avait inventé un système pour cacher et faire une œuvre abstraite devant. Et c'était vraiment ouvert qu'à... Donc on a ce sexe de femme nue, extrêmement réaliste. Il y en a qui disent que c'est le début de la pornographie d'ailleurs, une vision comme ça. Et là on a affaire à l'actualisation du virtuel. Et là c'est scandaleux, c'est le paysage où je suis tout extérieur devient le rêve, où je suis complètement imbriqué dedans. Évidemment il y a un pouvoir de fascination énorme. Je continue, ça va? Bon. Alors, passons maintenant au rêve. Voyons voir les trois façons vivantes. Et non pas le rêve qui appelle le rêve, mais le rêve qui appelle autre chose que le rêve, et puis le scandale, le twist scandaleux aussi. Commençons par le simple, le rêve qui devient le style. Le rêve qui devient le style. On aura évidemment le rêve qui devient le livre, et on a le scandale, le rêve qui devient le paysage. Voilà. Alors, le rêve qui devient le style. Le style, on a dit que c'était la pure immanence, l'intériorité, le dedans. Donc on a affaire à une intériorisation de l'actuel. L'intériorisation de l'actuel. Donc, le rêve, j'en suis, j'y suis, et le style, j'en suis, mais je n'y suis plus. Le rêve, je suis complètement dedans, j'en suis, j'y suis, les deux différences sont abolies, mais une différence existe dans le style, je n'y suis plus. J'en suis, mais je n'y suis plus.
C'est comme si je pouvais prendre conscience tout d'un coup de quelque chose. Le style me fait toujours prendre conscience que je participe et que j'analyse. Je prends un exemple, c'est la chambre de Vincent van Gogh à Arles, hein, je crois. Cette chambre, vous voyez, hein, juste une chambre avec une perspective déséquilibrée. Au bout du compte, on commence à voir une chambre, mais dépouillée, sereine, etc. Et puis, il faut connaître évidemment d'où elle vient, cette chambre. Elle vient de l'amour qu'avait Vincent van Gogh pour l'art japonais, des estampes japonaises, le japonisme. Il était en 1888 en plein japonisme. Et il collectionnait, je crois qu'il avait 400 estampes, enfin, c'est incroyable. On ignore un peu ça de Van Gogh. Et ces estampes de la période Edo du Japon ont été montrées à l'exposition universelle de 1867. Et il y a plein d'artistes qui ont été éblouis par ces contours noirs. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la chambre. Les contours sont noirs, les perspectives déséquilibrées, toute une construction en ligne droite. Et c'est sa passion de la pensée japonaise. Et donc, j'étais dans un rêve, totalement absorbé dans l'œuvre, dans la chambre, avec ses émotions. Et tout d'un coup, je vois le style apparaître. Et tout d'un coup, je n'y suis pas parce que le style, j'ai besoin justement de m'extérioriser par rapport, ou pour reconnaître du style. Dans le rêve, je ne peux pas voir le style. Dans le rêve, je suis dans le rêve. Et donc, il y a une différence avec un temporel qui est temporel, qui est aboli dans le rêve. Et tout d'un coup, quand je prends conscience qu'on a affaire à un style, tout d'un coup, je remets cette différence-là. Intériorisation de l'actuel. Et le style de Vincent Van Gogh est peuplé de ça. On a le rêve qui devient le livre. Donc, le livre, on a dit que c'était la pure transcendance, extériorisation. Donc, on a affaire à une extériorisation de l'actuel. C'est le côté lecture, c'est le côté analyse. On parlait de la Dame à l'Hélicorne, c'est un bon exemple de cette estampe-là. Extériorisation de ce qui est actualisé. Donc je lis, je prends ma distance. Et le scandale, je pense que l'art, encore une fois, vise plutôt les scandales que les autres choses, c'est un rêve qui devient un paysage, l'opposé. Le rêve va devenir le paysage. La chose où j'y suis et j'en suis devient une chose où je n'y suis plus et je n'en suis plus. Virtualisation de l'actuel. C'était là, en tant que rêve complet, j'étais dedans, et tout d'un coup, ça va se virtualiser, c'est presque un chemin inverse de la nature, les choses se virtualisent. Je pensais à la fée électricité de Raoul Dufy. Vous savez, c'est cette immense toile, je crois que c'est la plus grande toile du monde. Je crois qu'elle fait, je ne sais pas, 600 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, c'est la compagnie qui s'occupait de l'électricité à l'époque, je crois qu'on est en 1937, qui lui dit, voilà, vous avez un an pour que, à l'exposition universelle, on ait la plus grande toile du monde, 624 mètres carrés, 260 panneaux, et il a mis 10 mois, c'est gigantisme, hein, et il a mis 10 mois pour le faire, et il a même inventé des procédés, il dessinait en petit, il projetait en grand, pour pouvoir peindre les contours, enfin, c'était une aventure incroyable. Il appelle ça la fée électricité, et la plus grande peinture du monde. Et ce gigantisme-là, ça provoque justement ce rêve qui devient paysage. Vous commencez, vous êtes complètement dedans, immergé, vous êtes dans l'œuvre presque, et puis peu à peu, quand vous vivez l'œuvre, l'image n'est pas qu'une image, elle se transforme, et vous contemplez la chose comme un paysage en sortant complètement du truc. Vous pourriez dire, parce que c'est tellement grand que pour pouvoir avoir un point de vue, vous êtes obligé d'en sortir. C'est l'opposé normalement d'une contemplation de tableau classique. Voilà le twist scandaleux. Ça va? Alors, on continue, on va faire un peu la totale. On n'a pas vu le livre, allons rapidement sur le livre. Quand le livre devient le rêve, le livre devient le paysage, et le scandale, c'est quand le livre devient le style. C'est-à-dire que tous les opposés s'opposent. La différence petit a qui était devient... Voilà, tout s'oppose. Alors, le livre devient le rêve. C'est l'actualisation de la transcendance. Bon. Je pensais par exemple à la gitane de Raymond Hins, H-A-I-N-S. Ce qui est intéressant, donc vous savez, il voit des affiches lacérées dans la rue, il les découpe, il les met sur un mur, il les met sur un châssis et il les expose.
Et il dit de ses œuvres, mes œuvres d'art, tout le monde, elles ne sont pas de moi, elles crevaient tellement les yeux des passants que personne ne les voyait. C'est beau comme expression. Et donc il prend des affiches lacérées par les passants. Vous savez, des fois c'est joli, les murs où il y a des affiches qui sont posées, arrachées, remises, des mots, des machins. Et au bout du compte, à un moment, quand vous isolez, vous le faites en photo peut-être, vous dites, mais c'est un chef-d'œuvre. Et donc lui, il fait ça, Raymond Hens, il fait ça, il découpe ça carrément, il a le toupet d'isoler ça, et du coup on le voit vraiment, alors que sinon on ne fait que passer, personne ne prend le temps de contempler ça comme une œuvre d'art. Donc ces affiches, la gitane en l'occurrence, on voit un morceau de gitane, donc ce travail des passants sur châssis exprime bien ce que peut être un livre, une image livre, des affiches, des venez au spectacle, on est dans du livre, hein, qu'on peut voir comme ça d'abord, on se dit mais il y a des indications, on cherche à lire d'ailleurs cette œuvre. Et puis tout d'un coup on est plongé dans l'œuvre, on est plongé dans la beauté de l'œuvre, on est plongé dans le rêve, le livre qui devient du rêve, actualisation de la transcendance. Le livre qui devient un paysage, virtualisation de la transcendance. Alors, je pensais à la boîte en valise de Duchamp, une des boîtes en valise de Marcel Duchamp. Vous savez, il a construit, c'est le spécialiste de l'art conceptuel. Voilà, exactement. Et il a fait, dans une petite boîte en maquette, des répliques de ses œuvres. Plein de répliques de ses œuvres. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Alors les gens diront non, parce que ça peut être reproductible industriellement à l'infini. Alors il a glissé dans chacune de ces boîtes, avec toutes ces petites œuvres en miniature, une œuvre originale à chaque fois. Et là c'est fini, c'est plus reproductible, c'est une œuvre originale, il est malin. Il pousse toujours l'art à ses limites, et il glisse donc des répliques de ses œuvres, et puis des reproductions, et puis des originaux. Et il en fait, je crois, 280 entre 1936 et 1968, 280... D'ailleurs, à la fin, c'est même plus lui qui confectionne, je suis quelqu'un de sa famille. Et là, on a vraiment affaire à un livre qui devient paysage. Une image livre, pareil, qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, on peut dire oui, c'est son œuvre, on peut l'intellectualiser, et qui finalement, à un moment, surtout quand vous avez les 260, enfin, plusieurs, vous pouvez le contempler exactement à la façon d'un paysage. Virtualisation de la transcendance. Et le scandale, le twist scandaleux, c'est le livre qui devient du style. Alors, le livre, allez, je vous le refais, mais je sais que ça peut vous endormir, donc mais c'est pas grave, il faut prendre le risque quand même. Donc, le livre, je n'en suis pas, mais j'y suis dans le livre. Je n'en suis pas, c'est un livre, c'est pas moi, mais j'y suis, je suis dedans. Et le livre devient du style. J'en suis, mais je n'y suis pas. Les deux s'opposent. Je n'en suis pas, j'y suis, devient j'en suis, mais je n'y suis pas. Alors là, c'est une intériorisation de la transcendance. C'est mystique. La transcendance va me rentrer dedans. Et là, c'est tout l'art sacré, tout l'art qui vise à être efficace, qui montre quelque chose qui est toujours altérité, toujours extérieur à moi, et cette chose-là va me rentrer dedans. On pourrait voir pas mal de trucs rituels, mystiques, gorgés de mysticisme, totem, exactement. Je pensais à la natte à fourmis des Wayana. Alors les Wayana, c'est une tribu. Et la natte à fourmis, alors c'est absolument marrant. D'abord, quand on le voit, on dirait que c'est une image créée avec des plumes, avec des couleurs. Et ça raconte, c'est mystique, c'est symbolique. C'est une divinité en général qui est représentée. C'est un peuple amérindien, les Wayana. Et la natte à fourmis, donc c'est une pièce de vannerie. Il y a des plumes, il y a de la végétation. Et il y a des fourmis, alors attention, c'est des fourmis de là-bas, 3 cm les fourmis. Et quand vous êtes piqué, vous êtes malade pendant 24 heures, c'est l'horreur. C'est des super grosses fourmis, sauf qu'elles étaient mises vivantes. C'est-à-dire dans le rite de passage pour devenir un homme, pour que l'enfant devienne un homme, il devait construire sa propre natte à fourmis, y mettre plein de fourmis, c'est pas une piqûre, c'est beaucoup de piqûres, et mettre cette natte sur lui et être mordu par... Donc c'est un rite, et être mordu par ces fourmis. C'est carrément une image qui vous dévore. C'est pas qu'une image, vous voyez, ça vous dévore et ça vous transforme en vous connectant au Dieu. Donc la transcendance devient immanence, et en vous faisant passer de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adulte dans ce rituel. C'est la fin d'un rituel, c'est pas tout le rituel, c'est la fin d'un rituel. Donc là, on a affaire à ce truc un peu scandaleux d'un livre qui devient du style, dans mon jargon, ça perd un peu sa magie, de l'intériorisation de la transcendance.
Alors, finissons avec ces catégories. On a affaire maintenant au style. Le style qui va devenir un rêve, le style qui va devenir un paysage, et évidemment le style qui va devenir un livre. Twist scandaleux, le quatrième. Si une œuvre d'art arrive à réunir ces 4 scandales, elle sera extrêmement, à mon avis, puissante artistiquement. Ça permet, bon, c'est un peu, je sais que c'est laborieux, c'est un peu analytique, il faudrait un livre par chaque catégorie, etc. Mais ça permet quand même de pouvoir doser la qualité artistique de quelque chose. C'est assez amusant. L'art, c'est tout sauf la redondance, c'est vivant. On passe d'un style d'image à un autre, c'est ça l'art. Passer d'un style d'image à un autre style d'image. Mais il y a des passages qui sont totalement scandaleux, et c'est à mon avis le Graal. Les artistes inconsciemment, parce qu'ils n'ont pas ça évidemment en tête, cherchent ça. Ce truc qui vraiment disturbe, où vous êtes à la fois dans le pur rêve, dans le pur paysage, dans le pur style et dans le pur livre, etc. Et ça existe quelque chose où on peut trouver les 4 scandales? Bah, à vous de réfléchir. J'ai pas encore. Déjà, je me suis forcé à vous trouver des exemples, mais t'as toute une vie pour y arriver. Hein. Oui, ça doit exister. Je pense qu'il y a des. Après, c'est voilà. Voilà, c'est une esquisse. Je viens d'inventer le système. Après, il faut lui donner vie. Il faut écrire dessus. Mais c'est une vraie enquête à mener. Alors, on fait vite. Le style, on a dit que c'était l'immanence. Bonjour. Donc, un style qui devient du rêve. C'est l'actualisation de l'immanence. C'est immanent, mais ça s'actualise. C'est le propre des symboles, en général. On actualise l'immanence. Je pensais au char d'Apollon de Redon. Vous connaissez peut-être cette toile. Alors, il appelle ça le char d'Apollon. Il n'y a que des chevaux. Il n'y a pas de char, il n'y a pas d'Apollon. Ce qu'il disait, moi, ce qui m'intéresse, et pourtant il s'inspire de Delacroix. Avec Delacroix, quand il parle au char d'Apollon, il met du char, il met Apollon, le dieu. Là, dans le char d'Apollon de Redon, il n'y a que les chevaux. Parce qu'il est symboliste. Et qu'il dit ce qui compte, c'est l'impression. Il croit en ce qu'il ressent, et pour lui, ce qu'il ressentait, dans l'exemple de Delacroix, c'est triomphe de la lumière sur les ténèbres. Donc à la rigueur, on n'a plus besoin d'Apollon, on n'a plus besoin de char, il met juste les chevaux, il met ce travail sur la lumière incroyable. Regardez cette œuvre. Vous vous dites, effectivement, il y a un truc... Apollon, il n'y a pas besoin de figurer. Le jeu de lumière est tellement divin que la divinité, elle est déjà là. On n'a pas besoin en plus de mettre un Apollon. La couleur, dit-il, se charge de tout dire. Et c'est assez beau. Et donc, cette actualisation de l'immanence, c'est intéressant. On a du style qui devient du rêve. Tout d'un coup, ça nous englobe complètement. Le style, je rappelle, c'est « j'en suis, mais je n'y suis pas ». J'en suis, mais je n'y suis pas. Et tout d'un coup, j'en suis et j'y suis. Et on entre dans le rêve comme ça. Avant-dernier point, le style qui devient un paysage. C'est la virtualisation de l'immanence. En général, l'art abstrait, c'est ça. Virtualisation de ce qui est déjà immanent, donc de l'intériorité. L'intériorité va devenir virtuelle. C'est l'art abstrait, en général. Et donc, comme exemple, je prends un des pères de l'art abstrait, Kandinsky. Donc Kandinsky, vous connaissez les impressions, impression 5 par exemple de Kandinsky. Donc un jour il rentre dans son atelier et il voit une œuvre dans son atelier qu'il n'avait jamais vue et phosphorescente parce qu'il rentre au crépuscule. Et donc en fait c'était une de ses œuvres figuratives mais à l'envers et avec la lumière du crépuscule, il a découvert, c'est la révélation pour lui, 15 ans qu'il cherchait ça. Parce qu'avec les impressionnistes, déjà, il avait besoin du titre des tableaux impressionnistes pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc on frôlait déjà l'abstrait. Mais là, tout d'un coup, il dit, mais en fait, on peut être dans l'art abstrait totalement. Et d'ailleurs, le nom de ces compositions, ça s'appelle composition impression, c'est non pas cheval, et non pas... Donc tout d'un coup, il s'inspire de la musique, qui est aussi un art des émotions abstraites également. Donc la peinture va s'inspirer de la musique. Et une phrase très importante de Kandinsky, de Vassili Kandinsky, l'objet nuit à mes tableaux. L'objet, il n'y a pas besoin. L'art abstrait. Et je vous disais donc, virtualisation de l'immanence, il n'y a pas d'objet nulle part. Là. On n'est plus du tout dans la virtualisation de l'immanence, on n'est plus du tout dans l'objet. Donc voilà, définir ça comme l'art comme des formes dessinées et colorées. Et le scandale, le twist scandaleux, c'est quand le style, c'est-à-dire j'en suis mais je n'y suis pas, devient un je n'en suis pas, mais j'y suis. L'opinion. C'est-à-dire, le style devient un livre, l'image livre. C'est l'extériorisation de l'immanence, ce qui est scandaleux en soi. Extérioriser l'immanence. Le trait de temps, le skill de temps, immanent, profond, caché, va être extériorisé.
Hein. Donc, c'est tout ce qui est révélation, tout ce qui est montré, ce qui est caché, tout ce qui est témoignage aussi. Un Primo Levi qui raconte les camps, c'est une extériorisation d'immanence. Dans la littérature, il y a beaucoup ce travail-là, scandaleux, mais artistique, de mettre en lumière ce qui était dans les profondeurs, dans le vécu tellement intime qu'on n'arrivait même pas à lui donner des formes. Bon, je pensais de façon un peu cocasse aux 4 saisons d'Archibald. Vous connaissez ce peintre qui dessine des visages avec des fruits. Vous voyez, des fruits qui composent un visage. Et ce peintre qui a l'air comme ça, bouffon, avec des trucs rigolos, eh bien, il était absolument... C'était l'enchantement des têtes couronnées, des Habsbourg, etc., qui adoraient. Pourtant, l'empereur avec une tête de fruits, ça paraît rigolo. En fait, non. Parce que ça montre qu'il est le maître de tout, y compris des saisons, y compris de la végétation. Donc, quelque part, ce truc qui a l'air bouffon, grotesque, devient extrêmement intéressant quand on y met du symbole, en tant qu'extériorisation de l'immanence, la puissance de l'empereur, qui est extériorisée par des fruits, il n'y a pas plus extérieur que de figurer des fruits, on a justement affaire à un style qui devient un livre. Tu crois que c'est du style, mais tu peux le lire, et tu peux l'interpréter autrement, comme étant un facteur de puissance. Donc on oublie la courgette à la place du nez, et on se dit qu'en fait, c'est le roi des courgettes, c'est en fait le roi du temps, le roi des saisons. Vous voyez, on dépasse cet humour. Alors, voilà. Alors, tout ça, c'est une esquisse, j'insiste bien, je vais conclure, je pense qu'il est temps, hein. Puis on peut avoir un temps d'échange. Je vais conclure très simplement, très simplement, vous dire que quand André Crespo nous dit de l'avenir, je crains l'invasion, mais il ne craint plus les tempêtes du passé, car elles amènent pour image celles qui ne savent plus voguer. C'était au XXe siècle. Il disait que venant du passé, ces tempêtes qui amènent des images qui ne peuvent plus voguer, du paysage appelant du paysage, du rêve appelant du rêve, c'était avant l'écran et c'était avant Internet. D'ailleurs, il est mort en 95, l'époque où il y avait les premiers téléphones portables qui commençaient à arriver. C'est symbolique. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'il dit. On ne peut plus dire que les tempêtes du passé amènent des images qui ne peuvent plus voguer. Enfin, si, on peut dire ce qu'il dit. On peut dire que l'avenir, on n'a pas à le craindre quelque part, au sens de l'image, parce qu'elle nous amène des images qui peut-être ne peuvent plus voguer. Aujourd'hui, l'aliénation, c'est l'image reproduite en elle-même qui n'est qu'une image. Alors, je ne veux pas faire de blasphème au Maroc ou quoi que ce soit, mais des images qui ne sont que des images, c'est le risque de toute fermeture de la pensée. Parce que, quelque part, on est dans un mensonge, une image qui n'attend même plus d'être vécue par les êtres humains, mais qui leur impose un mode de vie. Toute image est un mensonge, l'image qui n'est pas qu'une image, la vraie image. Toute image est un mensonge qui attend d'être vécue pour devenir un vrai reflet du monde. L'image sera toujours un reflet du monde, elle ne sera toujours qu'une image, entre guillemets. Mais pour être un vrai reflet du monde, il faut qu'elle passe par du vécu humain, par de l'interprétation humaine, par de l'émotion humaine. Et aujourd'hui, on a affaire à des images qui sont là, au contraire, pour nous enlever notre liberté interprétative, notre liberté herméneutique. Regardez par exemple ce qui se passe avec la propagande de l'organisation terroriste État islamiste. On a affaire aux images, mais c'est justement, ce ne sont que des images, c'est des images qui sont douées d'un efficace, dans l'absence de liberté interprétative, extraordinaire. C'est-à-dire le terrorisme réel est d'abord appuyé par un terrorisme herméneutique, Fatih Triki qui d'ailleurs développe ça, c'est un terrorisme de l'interprétation. Quand on nous impose une façon de consommer l'image, quand on nous rend plus libre de faire translater les images, de faire circuler les images, et qu'on nous dit le paysage ne peut être que paysage, le rêve ne peut être que rêve, le style ne peut être que style, et le livre ne peut être que livre, on fige les images et on fige notre possibilité, notre liberté vis-à-vis des images. Et c'est là où l'artiste est subversif, et contestataire, et dans la résistance. Parce que l'artiste est celui qui ne veut pas que le paysage reste un paysage, mais devienne autre chose. Ou que le rêve ne reste qu'un rêve, mais devienne autre chose. Donc, on a d'un côté des images publicitaires, propagandistes, des images qui sont là pour endoctriner, et donc
ces mensonges que je dis, qui se maintiennent comme mensonges, et l'artiste est celui qui va prendre, et par exemple, vous connaissez peut-être le phénomène Isis Chan, vous ne connaissez pas? C'est des résistants de tous les pays à la propagande de Daesh qui utilisent un personnage de manga, une petite femme évidemment à moitié à poil, tant qu'à faire, Isis Chan, c'est le nom du personnage, vous faites dièse Isis Chan, et qui détourne toutes les images de la propagande haineuse et terroriste pour les parodier. Elle adore les pastèques, donc elle met des têtes à la place des pastèques, et elle se moque comme ça de la propagande. Il y a une déconstruction d'une propagande où le rêve est censé être le rêve, le paysage, chaque image est censée être figée et avoir un impact, et amène de la translation par l'humour, par la liberté interprétative. Tout d'un coup, on a un personnage de manga en pleine propagande, et cette différence d'image réintroduit de la liberté. Tout d'un coup, on peut penser autrement, on peut voguer, les images se remettent à voguer. Elles ne sont pas des balles qui nous traversent la tête pour nous obliger à agir en fonction de ce que l'on voit. Ça, c'est la pornographie, ça, c'est l'endoctrinement. Mais elles sont des aliments qui me permettent de devenir artiste et de faire voyager les images. Donc, le réel n'est pas suffisant. Le réel est fait pour décevoir par nature. Je mens tout le temps si je ne suis que paysage. Quand je fais des selfies calculés et que je veux me vendre sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. C'est du paysage qui vise à être que paysage. Mon reflet, lui, ne ment pas. L'image, le reflet ne ment pas dans la mesure où, s'il est traversé par quelqu'un qui l'interprète et qui y met de la vie, il devient une chose vivante qui voyage. Le destin d'une image est de devenir quelque chose qui voyage à travers la sensibilité des êtres humains. Mais si c'est quelque chose qui s'impose pour justement brider leur sensibilité, on a affaire à ce mensonge. Et je conseillerais donc, vous voyez, la puissance de l'image, c'est qu'elle en appelle à la vie. L'image est douée de désir. Je finirai par deux citations, une qui va te plaire, puisque c'est un philosophe que tu aimes bien, Giorgio Agamben. Dans Profanation, il dit « Communiquer à quelqu'un ses désirs sans leur image est brutal. Je te dis mes désirs, mais je ne te dis pas l'image qui a nourri ces désirs. C'est brutal. Lui communiquer ses images sans ses désirs, c'est écœurant. C'est comme raconter ses rêves ou ses voyages. À un moment, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a pas les désirs qui sont accrochés. Ce qui est beau, c'est que quand je raconte mon voyage, je te montre la photo de mon voyage, mais je t'explique pourquoi j'y étais, ce que j'ai vécu, parce que j'y mets l'image et le désir. Et c'est pour ça que j'ai fait une image. J'ai fait cette photo, non pas pour te la raconter, pour te la montrer et dire regardez, ou pour la poster sur Facebook. J'ai fait cette photo parce qu'elle a une histoire. C'était un paysage qui est devenu un livre qui est devenu un style. Je te raconte. Mais dès qu'on dissocie image et désir, c'est soit écœurant, soit brutal, nous dit Agamben. Rien n'est plus facile dans les deux cas, de montrer une image sans désir et des désirs sans image. Communiquer ses désirs imagés et ses images désirées est la tâche la plus ardue. Et c'est pourquoi nous la renvoyons à plus tard, jusqu'au moment où nous commençons à comprendre qu'elle restera à jamais inachevée. L'image et le désir sont connectés quand l'image est vivante, quand elle n'est pas un mensonge. L'image et le désir. L'image est un désir. Le paysage est un désir de devenir autre chose que paysage. Le style est un désir de devenir autre chose que du style. C'est ces translations dont je vous ai parlé. À partir du moment où on déconnecte l'image et qu'il n'y a plus de désir, ou qu'on vous impose un désir précis, on perd aussi notre liberté interprétative. Et donc, l'image est à la fois intense lorsqu'elle est vivante, je vous ai montré des façons de la faire vivre, on est à la fois sage comme une image, et oui, sage comme une image dans la mesure où quelque part il y a une cohérence qui est donnée, et ce n'est qu'une image, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un impact réel, elle est en apparence sage, elle ne nous saute pas à la gorge, et elle est aussi fatale, l'image, parce que tout le monde n'est qu'image. Là, avec ces 4 catégories, on parcourt toute la vie humaine, et donc il y a une sorte de fatalité de l'image, parce qu'elle en appelle toujours à un destin. Et je dirais donc, oublie ton visage, ça fait du bien sur les réseaux sociaux de dire ça, j'ai envie de poster ça dans les réseaux sociaux, ceux qui se font des selfies, oublie ton visage, ne garde de toi que ton regard ouvert sur le monde, et tu deviendras intense comme une image, sage comme une image, fatale comme une image. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que l'intention que j'avais
abouti. On vit en plein monde des images, de l'image. Les technologies actuelles sont tellement intenses qu'elles nous font vivre des images toujours renouvelées, qu'on vit de la fiction dans la réalité. Ce que tu nous as démontré, c'est que on peut catégoriser les images et qu'on peut parler de l'image, qu'on peut parler de l'essence de l'image, parce que l'image n'a pas d'essence en fait. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on a affaire aux images, c'est que les mots ne suffisent pas pour capter l'image. C'est l'image qui capte. Mais il faut de la parole pour comprendre l'image. C'est-à-dire être dans cette symbiose qui te permet en même temps de saisir l'image dans sa fluctuante essence, mais en même temps de pouvoir en parler. Et je crois qu'on ne peut faire de l'image qu'en parler. Parce que l'usage de l'image est trop complexe. Ce n'est plus l'affaire du philosophe, c'est l'affaire du sociologue, du psychologue, etc. Et tu te rappelles que de ce livre très intéressant, Les bienfaits de l'image, je crois Tisserand, c'est de Tisserand. Pour la première fois, un philosophe, psychologue, psychanalyste, etc., pose la question de la violence de l'image. C'est quoi une image violente? Et je crois qu'on est en plein dans la violence. Actuellement, quand tu as parlé de fatalité, moi je pensais à cette puissance qui peut devenir violence. Il n'y a pas d'image violente, comme il n'y a pas d'image bonne, comme il n'y a pas d'image... L'image, c'est l'effet qu'elle produit. Et justement, c'est ces combinaisons que j'appelle, moi, les combinaisons des modes, pas de l'image, des images. Parce qu'en fait, l'image en elle-même n'existe pas, l'image n'est que des images. Et je crois que cette pluralité, c'est équivoque, c'est ce pouvoir, je dirais, ce pouvoir de transformation et cette puissance d'être là dans le temps et dans l'espace. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la philosophie de demain sera une philosophie des images et non pas une philosophie de la parole, puisqu'il y a l'image mentale, il y a l'image, il y a le rêve, il y a les métaphores au quotidien, les métaphores visibles, il y a les métaphores invisibles, il y a l'image invisible. Et je crois que ce rapport que tu as touché sans l'analyser, du rapport du visible et de l'invisible, qui est très important. Dans une image, il y a toujours quelque chose qui me regarde. C'est-à-dire, il y a toujours un regard dans l'image qui me regarde. Puisque ce n'est pas moi qui ai fait cette image, c'est l'autre. Et donc l'autre, que ce soit un personnage, la femme, ou tout simplement un soleil, ou il y a toujours quelque chose qui me regarde, qui m'interpelle. Et donc c'est ce rapport-là qui fait que l'image est toujours plus proche que la parole. Et donc, une image qui fait violence, c'est une image violente. Cette image qui dévore, cette image, c'est l'image de quelqu'un qui est en train de mourir, par exemple, ou d'une guerre, ou d'un corps déchiqueté, c'est une image qui te tue. Et d'ailleurs, il y a un livre connu, L'image qui tue, etc. Donc, je crois que tout ce que tu as dit nous aide à approcher, je dirais, ces destins de l'image, comme le dirait Rancière. Donc, je te remercie beaucoup, d'abord parce que c'était une leçon sur l'image, et ça c'est important, on en a besoin. C'est facile de parler des images, mais c'est très difficile de capter l'image par une réflexion philosophique. Et d'ailleurs, on est dans la réflexion et dans la réflexivité, et l'image reflète quelque chose. Et je crois que c'est pour ça qu'on sent que l'image est très proche de nous, au point qu'on ne peut pas s'en distancier pour en parler, pour saisir sa pluralité. Tu as fait tu as été de l'art primitif ou premier aux nouvelles technologies, et je crois que c'est ce cheminement de l'image qui fait que
au début était l'image, et je crois qu'on sera toujours dans l'image, avec l'image, et qu'on va vivre l'image et vivre avec elle. Je te remercie pour ce délicieux... non, du tout, cette délicieuse réflexion. Et bien sûr, il faut goûter la réflexion aussi. Moi, je suis quelqu'un de très sensuel, donc je ne peux pas t'attendre à ce que je te parle d'une façon très académique de quelque chose que tu le sais très bien. Donc, c'est délicieuse, c'est-à-dire qui nous donne à réfléchir, en même temps à découvrir et à explorer. Et je crois que tu nous as mis sur le chemin de l'exploration d'un phénomène, et tu nous as donné les outils dont on a besoin. Voilà, si vous avez des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas à ne pas poser des questions aussi. si, vas-y. N'hésitez pas à vous taire. Lance-toi. Vas-y, vas-y. Ça va, bien sûr, ce qu'ils ont très bien. Non, vous venez de dire que l'image est des images. Mais il faut, vous comprenez? Mais il faut la ressentir avant de juste... il faut la ressentir, l'image. Bah, c'est la perception, la question de la perception. Oui, c'est la question de la perception, mais l'image, il faut la voir. Mais une image que l'on ne fait que percevoir est une image, justement, qui a peu d'impact. Ce qui est amusant dans les verbes, c'est qu'il y a autre chose. On peut l'apercevoir et la lire, la contempler, c'est pas pareil. Lire ou contempler, on peut la vivre, la ressentir, elle nous bouleverse. Et donc, l'image, moi je suis sensible à ce que tu as dit, toute image nous interpelle. Soit parce qu'elle est faite pour nous. Regardez par exemple une des premières images de l'être humain, les mains peintes sur les façades, les grottes, dans les grottes de Bornéo, par exemple. À Bornéo, voilà. Les mains préhistoriques. Ils ont pris, alors c'est rituel, on sait que c'est très religieux, ils ont pris une terre et ils ont mis leurs mains. Simplement ça, l'acte le plus essentiel. Aussi les pieds. Et les pieds, après il y a les animaux, tout ça. Mais d'abord la main. Et même les enfants font ça à la maternelle, ils prennent et ils sont fascinés, ils se disent c'est incroyable. Cette main qu'elle a, elle s'adresse aux autres. Elle est tendue vers les autres. Elle n'est pas tendue pour soi. Donc ce simple acte, elle s'adresse aux dieux, mais elle est adressée. Cette simple main nous est tendue. Donc toute image est gorgée de désir. Toute image est gorgée de désir. Il y a le désir de s'enfermer en boucle, les 4 mensonges que j'ai dit, et puis il y a des désirs de vie. Il y a des désirs où il y a la vie qui circule là-dedans. Et j'essaie de vous montrer en fait les briques, tu as raison, les outils, les briques d'un labyrinthe. Parce qu'on est dans un monde d'images au pluriel. Donc ça fait un labyrinthe. Il y a du rêve qui vient du style, qui vient du livre, qui redevient du... Tout ça, ça circule. On a affaire à un labyrinthe comme ça d'images. Et puis voilà, donc je ne sais pas si je réponds à ta question. Et comment y arriver à ce labyrinthe? Comment arriver à... Ah oui, avant la question de la main, le monde arabe pré-islamique et la langue arabe a gardé ce rapport sacral à la main. Mettre la main sur qu'on dit wada al-yada ou wada al-usbu'a. C'est pour désigner, c'est-à-dire la possession de quelque chose. Et aussi la question des relations entre les gens. C'est-à-dire, si je te veux, je mets la main sur toi. Voilà. Mettre la main, c'est désigner. C'est traduction, c'est désigner. C'est-à-dire, mais c'était un rituel. Un rituel qui nous venait de la préhistoire. Et donc, la main, d'abord, la main, c'est quoi? La main, c'est la métonymie. On est dans la métaphore du corps humain. C'est la métonymie. Demander la main de la femme. Pourquoi ne pas dire demander le pied ou demander le corps Tu ne vas pas demander que la main, mais en fait, c'est demander la main. C'est-à-dire, quand la main se met sur la main, tu la désignes et tu désires et tu lui dis de façon sacrée, je te veux parce que tu es destiné à moi par cette relation de la main. D'ailleurs, quand on voit les mains, c'est toujours la solidarité, etc. C'est l'appartenance, c'est la liaison, etc., etc. Et donc, la question de la main est primordiale. Le pied,
Le pied, on marche, mais la main, avec la main, c'est avec la main que l'homme est né d'ailleurs. C'est avec la main que l'homme s'est inventé sa vie. Voilà, c'est pour sur le labyrinthe d'images, comment faire? Je pense qu'il faut d'abord faut choisir une vie un peu poétique pour pouvoir jouer avec les images. C'est ça un peu la poésie, c'est de se dire je ne me contente pas d'un paysage comme paysage, mais je vais en faire autre chose. Je ne me contente pas d'un livre comme un livre, mais je vais en faire autre chose. Et donc c'est participer au devenir de l'image activement. Un peu comme la différence entre le consommateur et puis l'acteur de sa vie. Ne pas être déresponsabilisé face aux images en ne faisant que les véhiculer. Ça, c'est le buzz. Je prends une image, paysage, et je dis, regardez, il y a un paysage. Je prends une image rêve, je dis, regardez, il y a un rêve. C'est ce qu'on fait sur Facebook souvent. C'est le buzz. On partage. On partage, mais on ne transforme pas. Ce qu'il faut, c'est partager et transformer. Par exemple, ça se traduirait comment? Parfois, on fait des commentaires. Voilà, ben là, ça change tout. Ça change tout. Je prends le paysage et je dis, regardez, il y a un beau paysage. Et tout le monde dit, oh, le beau paysage. Et j'ai 50 commentaires qui disent le beau paysage. Ils le disent comme ils veulent. Ce qui est flagrant, c'est quand on a un décès ou quand on a une naissance, c'est à chaque fois les mêmes commentaires. Alors, il y en a qui mettent un cœur, il y en a qui mettent un clin d'œil, mais c'est pareil. Là, on est dans la redondance. On n'est pas dans le scandale. Voilà, on n'est pas dans le scandale. Alors que normalement, si tu es poétique et si tu es actrice de ta vie, on te montre un bébé, regardez mon bébé est né, au lieu de dire bravo, c'est super, bravo, tu fais un poème. Tu inventes quelque chose que seul toi peux inventer. Ou on te montre un paysage en disant regardez mes vacances, je me la coule douce. Tu dis mais regarde, est-ce que tu connais et tu participes, tu mets du style, tu mets du fond et tu transformes. Donc il faut devenir acteur poétique du monde d'image. Plus il y a d'images dans le monde, plus il faut que poétiser le réel. Si on ne poétise pas, poétiser au sens de fabriquer, au sens de faire l'image, de co-créer l'image, sinon on est simplement des courroies de transmission, hein, on est simplement des flux. Et donc, pour contrecarrer le buzz, parce que le buzz c'est un grand danger, parce que le buzz il peut être très sympathique quand on boycotte pour la noble cause, mais le buzz c'est aussi l'abrutissement généralisé, c'est la propagande, c'est le préjugé, c'est ce que combat la philosophie. Donc plutôt que un truc de buzz, par exemple une image choc, plutôt que de dire, zut, prenons par exemple le petit, comment j'ai oublié son prénom, le petit enfant mort sur la plage, Aylan. Voilà, une image qui marquera les esprits longtemps. On a une image qui, alors je ne sais pas dans la translation ce que c'est, mais il y a une translation énorme là. Je pense qu'on passe du rêve qui est plutôt du cauchemar, je dirais, au livre, parce que ça dit quelque chose du monde, ça explique quelque chose du monde. Plutôt que de dire regardez c'est scandaleux, essayez de participer au débat. C'est-à-dire je vais prendre l'image, je vais la partager sur mon Facebook, mais j'essaie de voir comment je peux ajouter des choses. Et c'est cet ajout, plus cette sédimentation d'ajouts multiples qui fait que tout d'un coup le peuple va pouvoir construire le sens et l'interprétation de l'image. Et les jeunes en ont besoin, ils sont complètement paumés. Ils partagent très bien les images, la technologie, mais le bien, le mal, toutes les catégories, ils ne savent plus. La superstition revient en force aujourd'hui, il n'y a pas qu'au Maroc, en France aussi. Et les gens sont noyés dans un truc de superstition, ils n'ont plus de catégories, ils n'ont plus de grandes catégories. Donc, ne serait-ce que pour les jeunes, et quand on est jeune soi-même, il faut qu'on puisse participer poétiquement à la digestion des images collectives. La digestion des images, c'est une entreprise collective, citoyenne, politique. Ça suppose, je crois, de la vigilance, et j'ai l'impression... Si, vas-y. Et personnellement, j'ai l'impression que depuis longtemps, on ne fait que subir les images. Parce que voilà, vous avez parlé, il faut faire parler des images, il faut interagir positivement avec les images, mais il faut que ces images soient poétisables. Je ne sais pas si j'ai utilisé le terme qui convient, parce que voilà, je vais mettre un peu ma casquette de spécialiste, entre parenthèses, sciences politiques, pour dire que voilà, l'image, depuis presque un siècle, c'était de la propagande. Et bien sûr, l'humanité a vécu donc deux guerres terribles. Et l'image, il avait sa place pour faire de la propagande, pour anéantir l'ennemi, pour promouvoir des régimes qui n'avaient rien de démocratique. Ensuite, l'image a servi aussi à des régimes totalitaires, dans le sens donc, de la promotion d'un certain nombre de modèles communistes, totalitaires, etc. Donc,
l'image elle était là, et on avait l'impression qu'il servait à une chose, à de la propagande. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans la même logique des choses. Bon, on fait du marketing politique avec les images, on utilise donc les nouvelles technologies, on fait appel à des spécialistes de la psychanalyse, entre parenthèses des foules, pour influencer un maximum de gens, pour donc, je ne sais pas, les mettre. Bref, je crois que l'objectif, c'était de mettre le citoyen dans un état de passivité. Un citoyen qui ne fait que subir donc la violence de tous ces idéologues qui, pour des raisons, bien sûr, des raisons parfois électoralistes, des raisons générales politiques, essayent de garder ce même citoyen dans cet état de passivité où il n'a pas le moyen de discerner entre telle ou telle image. Donc, pendant des décennies, on n'a fait que ça. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que on est toujours dans cette même logique qui aliène, qui implique l'intelligence de celui qui reçoit finalement l'image. Et malheureusement, le citoyen ordinaire n'a pas toujours les moyens, donc il n'est pas outillé pour faire un peu le tri, si j'ose dire, entre telle et telle image, et on est toujours dans cette passivité, je dirais, qui aliène toute capacité toute capacité de réflexion, et voilà, donc on a cette impression, et je crois que le travail qui reste à faire, c'est celui donc peut-être d'essayer de faire appel à l'intelligence des hommes face à cette violence de l'image qui s'exprime à travers le marketing politique, mais aussi à travers la publicité, à travers... Donc, il y a toute une industrie qui donc, elle a des moyens et qui est associée, il faut le dire, au capital mondial, et qui fait que, voilà, on n'a pas affaire à un citoyen, on a affaire à des êtres humains qui sont là à consommer et à consommer à travers l'image. Voilà, donc... Je ne vais pas te répondre, je vais tout simplement te donner un petit exemple très significatif. Il y a quelques mois, en Suède, j'ai été au musée d'art moderne et contemporain. Et j'ai vu une très belle exposition. Une exposition d'affiches de l'ère soviétique. Magnifique. Alors tu as Lénine, tu as tout ce que nous gobions quand on avait 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et c'était une exposition d'affiches. Qu'est-ce qu'on en dit? D'abord, ce sont devenus des œuvres d'art. Donc ce sont des images, des choses, des affiches. C'est-à-dire le médium, c'est l'affiche et l'image, qui entre dans un musée. Tu te rends compte? C'est déjà ça. Pour qu'une image soit dans un musée, il faut du temps. Et autre chose, c'est que tu n'as plus le même regard. Nous étions tous à un certain moment des gauchistes, marxisants, maoïstes, etc., trotskistes, un mélange, un véritable bon mélange, mais on n'a plus la même sensation devant ces images. Alors qu'on avait peut-être une autre sensation et un autre regard. Et en fait, quelle est la question que ces images-là nous posent?
C'est tout simplement que l'ère soviétique est partie, Staline est mort, Lénine est mort, l'idéologie est presque morte, et qu'est-ce qui reste? Que les images. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste que les images? Je reprendrai ton intitulé, ce n'est qu'une image. En fait, une image n'est qu'une image. Il faut encore avoir de l'utilité pour le savoir. Alors, Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tout le monde. Tu n'aimes pas les images, ça je le sais. non, mais je comprends, je vais répondre sur la dimension politique. Aujourd'hui, tu as raison, ce n'est pas qu'une image, c'est pour moi l'aliénation du rêve qui vise à être un rêve. Le but, un rêve dont le seul désir est de maintenir le rêve. Le rêve du consommateur à toujours consommer, s'endetter toute sa vie. Le rêve de celui qui se distrait en regardant des séries télé, puis des séries télé, puis il croit qu'il a une prise sur le monde et puis il se fait absorber. Voilà. Le rêve de celui qui vit toujours en disant « je ne suis pas assez heureux, il faut que je devienne plus heureux », puis on lui dit « t'es pas assez heureux », les publicités lui disent « tu dois avoir ce bidule pour être heureux, ce bidule pour être heureux ». Voilà. Et donc, le rêve, rappelez-vous ce que c'est « j'en suis et j'y suis ». Je n'ai pas de possibilité de me distinguer, de me dissocier de la chose. Et il y a un très beau film de 93 que vous devez absolument regarder sur toutes les propagandes du monde entier. Je pense que c'est le film à regarder américain qui s'appelle Swing Kids. Les Swing Kids, c'est dans les années 30, en pleine montée du nazisme. Ces Allemands fascinés d'Amérique et du jazz américain, le jazz fait par des Noirs, fait par des... et qui adoraient le blues et qui combattaient les jeunesses hitlériennes dans les rues en disant c'est quoi ces mecs, ils veulent jouer à la fanfare militaire, au pas, alors que nous on est dans le jazz, dans la vie, etc. Et c'est un film qui montre comment l'endoctrinement va fonctionner sur un de ces gars-là. C'est un très très beau film qui montre qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un rêve continuel. Le but du jeu est d'endormir les gens dans un rêve en leur donnant l'illusion qu'ils sont réveillés précisément parce qu'ils rêvent. Et donc, si le rêve, c'est un « j'en suis et j'y suis », c'est-à-dire, pour ceux qui nous ont joints, le rêve, je suis dedans complètement, c'est moi, et puis j'y suis, je ne peux pas en sortir, l'opposé du rêve, c'est le paysage. Le paysage, je n'y suis plus puisque je le contemple, et je ne suis plus dedans et je n'en suis plus. Donc l'acte de résistance politique c'est le paysage. L'horizon du paysage est exceptionnel. Plutôt que d'être absorbé dans les pubs, les regarder comme un truc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Garder la distance. Entendre une propagande, au lieu d'en être complètement, prendre la distance critique et dire ce n'est qu'un paysage. Contemple-le et analysons-le comme un paysage, ça s'analyse, ça se détaille, ça se comprend. Un rêve, on ne peut pas l'analyser. Un rêve, il faut des séances de psychanalyse, en veux-tu, en voilà, pour essayer d'analyser. Je vais vous lire une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, un peu réac en France, mais j'aime beaucoup, qui s'appelait Gustave Thibon, T-H-I-B-O-N. Il dit ça: faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis. Voilà. Précisément parce que le rêve leur donne l'impression d'être réveillés. Génial. Faire rêver les hommes, c'est le plus sûr moyen pour faire que les hommes restent endormis, parce que le rêve leur donne l'impression d'être réveillés. La moindre publicité, tu as l'impression de te réveiller. Tu étais nul avant, mais grâce à nous, tu vas accéder à une vie meilleure, retrouver tes ressources intérieures, la vie. Et donc, tu as l'impression à chaque fois de te réveiller. Et le capitalisme aujourd'hui est un capitalisme de renaissance. Tu vas pas bien, t'es mort, on va te faire renaître parce que tu vas consommer. Voilà. Et c'est tout le temps cette idée qu'on va se réveiller. Le vrai réveil, c'est le paysage. Pouvoir s'abstraire du rêve. Pouvoir sortir du rêve. Et on voit que ces personnes, il y a pas mal de clips, même Stromae a fait un clip sur Twitter, où on est complètement en train de se recourber. Darwin, c'était le singe qui devient un être humain, et maintenant l'être humain redevient un singe, à force de bidouiller comme ça, on les voit tous comme ça. Et encore, le Maroc est épargné, mais dans 20 ans, vous allez voir ce que ça va être, quand on aura les lunettes, les lentilles avec Google et tout ça. Et donc, ça c'est le rêve permanent, là on est dans le rêve permanent. Donc il y a un immense combat. Alors moi je le mène sur plusieurs fronts et je vous invite à y aller. Je le mène d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement là en ce moment, sur Facebook. J'ai créé des agora vidéo citoyennes, ouvertes à tout le monde. Il suffit d'avoir un compte Facebook et on peut avoir un compte avec un pseudo, on n'est même pas obligé de déclarer son nom. Des agora vidéo, vous allez sur Dream Tanks, c'est le nom, Dream Tanks. On note.
C'est là où va passer notre vidéo. Elle y est, elle est en train de se dérouler là-dessus, et les internautes du monde entier sont en train de commenter ce qu'on est en train de dire. Ceux qui ont raté une partie peuvent revoir la vidéo. Voilà, sur Dream Tanks. Et n'importe qui peut prendre la parole. Il y a même des joutes oratoires, comme de la Grèce antique. Ça commence ce week-end, c'est 8 minutes. Vous avez 8 minutes pour plaider votre cause sur un thème. C'est un très bon exercice quand on est jeune pour s'entraîner à prendre la parole. C'est en vidéo, en live, il suffit juste d'avoir un smartphone. Donc je détourne une technologie, et nous détournons, il y a 3500 personnes pour l'instant, on détourne une technologie qui était là pour dire je suis dans le rêve, regardez, ma vie est un rêve, regardez, je suis en vacances, je suis dans le rêve, pour casser le rêve et dire on va utiliser la technologie de Facebook, qui est quand même bien pratique, pour penser, prendre de la distance, critiquer, partager des points de vue différents. Et je pense que c'est ça, il faut faire paysage avec les armes du rêve. On nous vend du rêve tout le temps, on nous abrutit dans le rêve, il faut transformer des espaces de paysage. Et dans Dream Tanks, tout d'un coup, on a du paysage, c'est-à-dire qu'en vidéo live, l'écran se divise en deux. Vous avez la vidéo d'un côté et les commentaires de l'autre. Et vous avez les commentaires qui défilent. Et donc tu es tout le temps en interaction, là on n'a pas pu le faire, mais tu es tout le temps en interaction avec les internautes, les copilotes comme on les appelle. Donc voilà des tentatives où on peut utiliser le rêve pour sortir du rêve. J'ai mis en place aussi, par exemple, un jeu de rôle. Vous savez ce que c'est, les jeux de rôle, Donjons et Dragons, tout ça, c'est on invente une histoire à plusieurs et on vit une histoire dans l'imaginaire. Mais je l'ai inventé sur Facebook en utilisant cette technologie. Donc des gens se connectent, je les fais rêver. On a inventé, ça s'appelle Primate Joke. Vous aurez toutes les références. Je prends alors Primate. C'est un jeu de mots, c'est pas Private Joke, c'est Primate, comme les singes. Eh ben, tu ne perds pas ton temps. Voilà. Primate Joke. Et alors, on invente un monde. Alors, on est apparemment dans le rêve. On invente un monde, mais c'est un monde où le rêve devient l'ennemi. C'est-à-dire on est en 2114, ça se commence en Turquie, et tous les êtres humains sont dans un rêve perpétuel. Et là-dedans, nous, on essaie de les libérer. Voilà, en 2114. Bref, il y a plein de tentatives. Ça passe par le jeu, ça passe par le groupe. Ça passe par la cohésion, ça passe par des gens de bonne volonté qui se disent finalement une vie où on serait plongé dans un rêve en permanence, un rêve c'est un piège absolu. Et donc je pense que le paysage, la dissociation, c'est ce qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Je te remercie. Je crois qu'on débouche là sur tout un programme. Je crois que la guerre des images et le conflit des images a toujours existé et que le conflit des images se fait dans les images et non pas en dehors des images. Et c'est ce que tu es en train de faire. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de profondeur pour le faire sans comment dire, sans se détacher de cette visée philosophique qui est classique. On ne peut pas faire de la philosophie si on ne peut pas philosopher comme Platon, mais autrement que Platon. Et je crois que c'est ce retour éternel des questions philosophiques. D'ailleurs, tout ton travail se fait autour des valeurs, mais au quotidien, des valeurs dans la vie. Et actuellement, c'est ce retour à la réflexion de ces valeurs dont et par et à travers les moyens actuels de la communication, c'est l'enjeu. Je te remercie beaucoup. Nous n'avons pas été nombreux, mais je crois que tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves et disciples. C'est mieux que toute une agora. Et c'est une période de vacances, c'est une période il y a de la pluie, mais les gens qui ont pris la peine de venir et donc de t'écouter, t'écouteront toujours. Donc tu as déjà des gens qui à travers cette leçon, vont essayer de comprendre ce qu'est une image et ce que n'est pas une image. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un point. Je vous donne rendez-vous demain si vous êtes libre à 19h30 au Zenith Center où je fais une conférence sur l'ambition en héritage. Voilà, donc vous regarderez sur mon Facebook, allez voir sur mon Facebook. Merci infiniment pour l'invitation, c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à tous.